Bonsoir à tous. Ah, je suis content, j'ai pas dit bonjour. Tellement matrixé à streamer le matin que souvent je me trompe et entre le matin et le soir. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis désolé de lancer un stream si tard, 21h37. C'est juste que la journée a été chargée. Je suis rentré très tard de questions pour un champion. Et puis, plus important que tout, que tous les jobs possibles et imaginables, même Twitch. Un peu de temps pour la famille. Je suis rentré, j'ai passé un petit moment avec mon amoureuse, avec les enfants. On les a couchés, on a lavé les dents, tout ça. On a eu une petite histoire. Voilà. Et du coup, le stream, il part à 21h38. Sachant que l'heure habituelle de stream, c'est plutôt 9h, 8h30, 9h, 9h30 le matin. Donc on a 12 heures, on a 12 heures de retard. Mais c'est comme un progrès, puisque avant, dans ma vie d'avant, quand j'avais question pour un champion, je ne streamais pas du tout. Voilà. Oh, c'est mignon, il y a Sarah qui dit à notre tour la petite histoire du soir. Ouais, alors c'est des histoires d'actu que je raconte pas à mes enfants. Hein. La vache, c'est un petit peu trop hardcore. Avant, quand il y avait question pour un champion, on ne streamait pas du tout ici. Puis à un moment, je me suis dit non, ça n'est pas possible. Donc on essaie de streamer le soir, les jours où j'ai question pour un champion. Certains se demandent pourquoi tu es là le soir. Ça n'arrive que 6 à 7 jours par mois, quoi. Voilà. Ah, vous, ça va? Bon, je mets la casquette juste parce qu'il fait un petit peu froid dans le studio. J'ai pas allumé le chauffage. Économie d'énergie, CO2, tout ça. Mais je pense que la chaleur humaine de mon propre corps, parce que je suis tout seul ici, enfin je crois, depuis que j'ai joué avec Billy dimanche soir à un jeu qui fait peur, je surveille quand même. Là, je suis rentré tout seul dans le studio tout à l'heure. Ben, chaque fois que je rentrais dans une pièce, bon, il n'y en a pas 1000, hein. Il y a la pièce principale, la petite pièce ici, la cuisine c'est l'entrée et la petite salle de bain à côté, ben, je jetais un œil quand même. Je jetais un petit œil. C'est en replay sur la chaîne YouTube, le stream avec Billy, dimanche soir. Voilà. Ah, il Samuel en concurrence avec PA et Étoile, me dit Mix. Non, non, Samuel n'est pas en concurrence. Personne ne veut faire concurrence à Popcorn. Mais je me dis juste que Popcorn, ça dure quoi, jusqu'à 22h, 22h30. Donc on prendra la suite. On prendra la suite. Voilà. Donc je vérifie quand même ce qu'il y a dans les pièces. Liofac, merci beaucoup pour ce 16e mois d'abonnement. Bozo My Bro, merci pour ce 9e mois d'abonnement. Ronan, comment vas-tu? Merci pour ce 19e mois d'abonnement. Evanix 9156, merci pour le Prime. Valentin pour l'abonnement. Strangem pour l'abonnement offert à Ryonis Chronos. Domfeluco, Ezaquin, Max Soulard, Defab73, merci pour les subs un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as des gens de l'équipe de questions pour champion qui sont viewers? Je crois pas trop, non. Je crois pas trop. Ils ont une vie quand même. Hein. Et derrière le rideau, c'est qui du coup? Arrêtez. Je m'en doutais un petit peu, mais non, pas du tout. C'est vous qui m'avez parlé hier soir du trailer de GTA 6 qui sortait aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le regarder. Je ne sais pas ce que c'est, puisque je sais vaguement que c'est un jeu vidéo. Ne vous moquez pas. Je découvre l'univers de GTA RP dimanche dans Simplay avec un invité, ça tombe bien. Mais je n'ai pas regardé ce trailer de GTA 6. Peut-être qu'on pourrait le regarder ensemble, effectivement, et que vous me racontiez un petit peu ce qu'il y a à savoir là-dessus. Je ne sais rien de GTA. Allez, je vous le lis un petit peu. Oh, c'est mignon, Nico Manga, toi qui es devenu le meilleur streamer, on veut avoir ton avis légendaire sur GTA 6. Bon, on va regarder. On va peut-être commencer par ça, d'ailleurs. Tenue de gamer, tenue surtout de frileux. Alors pour l'histoire, merci beaucoup Nico Manga. Il devait le sortir ce trailer aujourd'hui à 15h, mais un fils de chibre a leak, c'est joli. Et ils ont dû le balancer à minuit. Ah ouh, ok. Tu connais le principe du jeu GTA? Non Pierre-Yves, mais rien de rien. C'est pour ça que j'invite des gens à la maison pour m'expliquer. Salut Alexandra, comment vas-tu? Merci d'être avec nous. Camillette, anecdote, je n'aime pas du tout les jeux d'horreur et les films d'horreur. Moi non plus, je déteste ça. Et pourtant, je me suis bien amusé dimanche parce que je t'ai bien accompagné et que je n'étais pas tout seul dans la pièce. Jamais je n'aurais regardé ce jeu vidéo qui fait peur en étant tout seul devant mon écran. Il y avait Billy à côté de moi, il y avait l'ami Joe en face à 2 mètres. Et voilà, et ça m'a rassuré, quoi. Bien sûr, Matt Le Basque, merci Sam, ça fait partie de l'actualité un peu plus légère, ça fait du bien, bien sûr qu'on va en parler. Ouais, mais je connais pas. Tu es au meilleur moment de ta vie, il y aura un avant et après GTA. Il y a déjà un avant et un après Valorant dans ma vie, quoi. Voilà. Vous voulez qu'on aille voir le trailer maintenant de GTA 6 là? Allez, let's go.
Un trailer GTA 6. Official. Official. Alors, il est où le trailer là? Attends, je veux pas un décryptage, moi je veux juste la BA. Hein. J'ai le 5, moi. Un petit copier-coller, les modos. Va sur la vidéo de Jean Lassalle. Ouais. Tu as l'air très fatigué. J'espère que tu te reposes bien. Ah bah ça dort 3-4 heures en ce moment. Je vais sur la chaîne de Rock. De qui? Rock, vous êtes plusieurs à me dire qu'il faut que j'aille sur la chaîne de Rockstar Game. Différent. Dis directement, ok. Est-ce que je l'ai là? Oh, je l'ai là, je l'avais trouvé en plus. Mais c'est la 5. J'ai 5, quoi. C'était il y a 12 ans. Je suis nul. Hop, je vais trouver. Je suis pas plus bête qu'un autre. Rockstar, je l'ai. Ok, je l'ai. Ok. On regarde? Oui, mais on peut pas. Oui, 3-4 heures, c'est un peu comme du temps de France Info. Bah oui, on peut pas streamer le soir jusqu'à 23h30 minuit, rentrer, trouver le temps de s'endormir, se lever à 5h pour lire les journaux et non, du coup, ouais, c'est assez réduit, quoi. Regarde le nombre de vues sur la vidéo. On va aller voir ça tout de suite. Là, vous avez rien, c'est normal. Toc. Et là, vous avez la fameuse vidéo. Voilà. D'ailleurs, c'est où le nombre de vues? Quoi? Ah oui, ça pique. 84 704 720 vues. Dionysos, c'est adorable. Merci pour le message. Attendez, c'est beaucoup, non? Depuis minuit, c'est ça? C'est ça? Attendez, la dernière version, c'était il y a 12 ans. Le GTA 5, c'était il y a 12 ans. Attendez, confirmez-moi cette info. C'est-à-dire que les gens ont attendu 12 ans. La suite, j'ai vu 12 ans. C'est ça? Mais si je comprends que ce soit énorme, du coup, c'est énorme. 84 millions de vues. Mais j'espère que demain matin, dans les journaux que je lis, il y aura des articles là-dessus. Sinon, je serais super déçu. Hein. Mais c'est énorme. Quel univers fascinant. Ouais. 12 ans que les gens jouent au 5. Oh là 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 là. J'étais enfant à la sortie du GTA 5. Ah, mais je comprends que ce soit... Attendez, du coup, le GTA RP, parce que j'ai un invité dimanche qui vient de me faire découvrir GTA RP. C'est quoi GTA RP par rapport à GTA? Vous pouvez m'expliquer juste, parce qu'en fait, vous savez, moi je demande à un invité de me présenter le jeu qu'il veut. Je fais confiance. GTA RP, c'est la même chose. C'est quoi le RP? C'est quoi un mod? Putain, je suis nul. Je suis vieux. Je me sens vieux quand vous dites ça. C'est quoi un mod? Putain, c'est quoi? C'est du multi-online. Roleplay, tu joues un rôle plus sérieusement. Ah ouais, putain, faut que je réponde. Il m'a demandé de choisir un personnage. Roleplay, tu joues un rôle plus sérieusement qu'au jeu normal. Oh, ARP, roleplay, tu joues un personnage. Mmh. Putain, heureusement que vous êtes là. Putain, j'ai encore appris un truc. 3 ans de stream et je sais pas ça, quoi. Roleplay, jouer un rôle comme si c'était la vraie vie avec un rôle métier et tout. Ah oui, mais mon invité m'a demandé de choisir un... Putain, faut que je me mette un pense-bête, là. Je lui ai promis de faire ça ce soir. Alors, GTA Sam, je m'envoie un message à moi-même. Hein. GTA RP, choisir un personnage. Mais on choisit qui on veut, littéralement qui on veut, ou il y a une liste imposée? Un perso. On choisit qui on veut ou pas? Comment ça marche? Oh, il y a plein de messages, ça fait rire. Qui tu veux, ce que tu veux. Quasiment tout ce que tu veux, c'est très riche de diversité. Tu peux être braqueur, tu peux être jardinier. Merci Sbolsan. Oh merci, c'est gentil. Les mods, en fait, c'est des contenus faits par des joueurs, ce qu'on appelle les modeurs. Mais je ne sais pas ça. Tu choisis qui tu veux, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, gentil, méchant, les deux. Tu dois créer un personnage cohérent dans l'univers donné, mais tu es libre dans ce choix. Docture, je réponds à la question parce que Docture m'a déjà posé tout à l'heure. Justement, est-ce que ton regard a changé depuis que tu joues? Est-ce que tu trouves parfois dégradant l'image du jeu dans les médias? Non, ça c'était avant ça.
Non, plus maintenant. Ah non, les médias, en tout cas les journaux que je lis, moi, ils sont totalement respectueux vis-à-vis de l'univers des jeux vidéo. Ils ont compris que c'était juste essentiel, culturellement et économiquement. Donc ça, c'était avant ça. Bon, après, il y a peut-être encore des gens qui n'ont pas compris, mais en tout cas pas les médias que je lis, quoi. Tu peux être un pigeon qui chie sur les passants si tu veux, me dit Mister Pedabix. Ouais, bof. Je peux être ce que je veux. Attendez, parce qu'en fait, mon invité, parce que bientôt je vais vous le dévoiler, l'invité. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit, l'invité. Il m'a dit, comment on se parle, ouais, ça y est. Il me dit, aidez-moi. Il faudra aussi que tu me dises que tu voudras incarner, que je puisse préparer quelque chose de cohérent. D'accord. Le jeu se situe, alors il me dit où. Alors, là, il y a une phrase que j'ai pas compris de lui. On peut prendre tout rôle en rapport avec quelque chose d'officiel. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Est-ce que vous pouvez m'aider? Il me dit on peut prendre tout rôle en rapport avec quelque chose d'officiel. D'officiel, c'est-à-dire? D'officiel de quoi? Ça veut dire quoi? Ben oui, genre voleur, policier. C'est officiel, ça, voleur? Ah, qui existe dans le jeu? Le plus souvent, les rôles sont policiers, malfrats, pompiers, garagistes, infirmiers, commerçants, gangsters, mineurs, forgerons, bûcherons. D'accord. Tu peux... D'accord. Dans la liste existante. Attendez, si je tape, liste, métier, GTA, j'ai ça existe, hein? Ah bah ouais. Mais ça, c'est dans les univers que les gars ont créé, quoi. Journaliste. Ouais, mais qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est sympa? Qu'est-ce qui serait sympa? Vous auriez envie que je fasse quoi? C'est drôle, journaliste? Policier? Tout dépend du serveur? Je connais rien, moi. Relater les faits? Oh, ça va. Putain, je veux m'amuser, moi. J'en ai marre de bosser. Gangster? C'est bien, gangster. Un bad guy? Mais moi, j'aimerais bien être un méchant. Un journaliste corruptible? Non, journaliste corruptible. Non, c'est non. Le jeu est parfois vulgaire. Oh, bah, je jure beaucoup, moi. Tu peux jouer un rôle n'importe lequel, la seule limite, c'est l'imagination. Est-ce que je peux être Donald Trump? Est-ce que je peux être Donald Trump? Maire? Oh non, maire, non. Policier, c'est drôle. Policier, c'est drôle? Vous êtes plusieurs à me dire que policier, c'est drôle. Policier, c'est drôle? Le dernier métier ajouté, c'est pompier. Ah non, mais moi, je veux être un méchant, moi. Un journaliste qui lit les journaux. Oh non, c'est chiant, ça. Oh, qui ça intéresse qui? Un journaliste qui lit les journaux? Oh là là, c'est chiant. Oh non, c'est chiant. Bah attends, on va regarder les vidéos, peut-être que ça va m'aider. Dans le 6, pour la première fois, le personnage incarné sera une femme intéressante pour un jeu souvent taxé de sexisme. Ah oui, c'est bien ça. Bien sûr, Donald Trump. Je peux être Donald Trump? Je peux être un papy? Oh non. Oh, j'ai le temps, je suis tellement jeune. Billy avait fait policier dans ses débuts de RP. Mafieux? Ah, police donne beaucoup d'interactions. Oh, j'ai pas envie de policier. Non. Je me vois plus en... J'aime bien jouer un peu à contre-emploi, quoi. Un bad guy, quoi. Ouais. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on part sur un bad guy? C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal. Merci le vieux carton pour le 4e mois d'abonnement. Sbulsan, merci encore pour le 12e mois. Adema Tsuya, j'avais pas vu, merci pour le 3e mois. Liofak, encore merci. Tchou. Un chanteur? Ah bah non, c'est pas crédible. Elle, mal à mes côtés, me dit Sarah, donc monsieur Sarah, quoi, suggère d'incarner le perso que tu incarnes dans la fanfiction de Billy. Ah. Un gars avec un grand manteau. Putain. Est-ce que je peux être Néo? Est-ce que je peux être Néo dans Matrix? Est-ce que je peux être Néo dans Matrix? Hein?
Ou est-ce que je peux inventer un personnage un trafiquant de drogue qui s'appellerait Rio El Chibrax? Parce que Samuel Etienne en bad guy, c'est crédible. Tu ne sais pas ce que je fais la nuit. Hein, vous pensez que je dors entre un question pour un champion? Vous ne savez pas ce que je fais la nuit. Ceux qui étaient là dimanche savent que l'équipe de Billy m'a offert le manteau en cuir Neo Matrix que je portais dans la fanfiction de Billy. Voilà. Vous ne savez pas ce que je fais la nuit. Vous ne savez pas ce que je fais la nuit. Je suis peut-être un monstre. Hein? T'as peur de ton ombre, Sam? Oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Putain, j'ai peur de mon ombre. Littéralement, j'ai eu peur de mon ombre dans le jeu dimanche. Ouais, c'est vrai. Il faut quand même un background validé par le personnage où tu vas jouer, que ce soit cohérent avec les autres personnages que tu vas rencontrer. On me dit que c'est aux États-Unis. Parce qu'on peut dans d'autres pays, parce que mon invité me dit que c'est aux États-Unis. Je vous lis la phrase. Hein. Le jeu se situe aux États-Unis, on peut prendre tout rôle en rapport avec quelque chose d'officiel. À toi de me dire ce que tu aimerais. Donc parce qu'on peut être dans d'autres pays que les États-Unis? Ou c'est state. Pardon. Ah, je vous ai pas dit qui encore. Non, c'est la surprise. C'est une surprise. On peut jouer en France? Ouais, bah là c'est aux States. Là c'est aux États-Unis. Ok. Il y a Londres aussi. Ah bon? Ok. Bon allez, vous savez quoi? Ok, je commence à y voir un peu plus clair. Tu as le look d'un vendeur de shit. Bah non, j'ai un look de beau gosse. Tu es bien trop gentil pour être bad. Sam, je t'ai rencontré, me dit Mister Dedabix, en venant jouer à question pour un champion. Et même en période de Covid, tu as pris le temps de venir discuter avec tous les candidats à peine sortis de ta douche, car tu venais au studio en courant. C'est pas trop bad guy ça. Ouais, j'étais dans un bon jour. J'étais dans un bon jour. Parce qu'en vrai, je suis pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. T'es tombé sur un bon jour. Hein. T'es tombé sur... en 8 ans, t'es tombé sur la seule journée où j'étais cool. Hein. Ça, c'est du bol, ça. Hein. Allez, on va écouter ça. Je suis en YouTube, là. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, GTA 6, le trailer. Ça a l'air. Bon, ça, c'était un film. Mais j'ai pas compris. Où est la bande-annonce dont on parlait ça? J'ai vu un film, là. C'est... Waouh. Bon, ça, c'est juste un trailer. Ça va pas être beau comme ça. Hein? Ça va pas être beau comme ça. Et puis, il y aura d'autres trailers. Ça sort quand, d'ailleurs, ce jeu? Ça sort quand? Ça va être beau comme ça? 2025? Ouh. Ce sera même mieux. Ce sont des images du moteur de jeu, mais sérieusement? Mais attends, mais je vais jouer à ça, moi.
Mais 2025, je serai au top du gaming. Comment ça, il faudra attendre pour nous les PCistes, c'est-à-dire ça sort sur console d'abord? Comme le dit Poichiche, pour Samuel qui revient de Pong, hein, je vous rappelle que moi, mon univers de jeux vidéo, c'était Pong, hein, il y a 35 ans, faut quasiment Pong, hein, quasiment Pong. Hein. Ça doit faire bizarre, ouais. Ouais, ça sort sur console? Faut une PS5? Bon, bah, on va acheter une PS5. Hein. Je vais poser un mois de RTT, me dit Keneyu. Bon, alors je suis content parce que du coup, moi, ça tombe bien, je découvre GTA, donc GTA RP, avec mon invité dimanche dans Simplay. Alors ça tombe super bien en fait. Donc, ouais, bah, Tidus Spam me dit, est-ce que tu as prévu un Simplay sur GTA? Le Simplay de dimanche là, qui arrive, c'est sur GTA RP. Voilà. Timing au top. Bah, je crois que j'ai pas fait exprès. En vrai, j'avais un invité calé qui a eu un problème de dernière minute. J'avais un autre invité auquel je pensais, mais je savais pas sur quel jeu il voulait jouer. Je l'ai appelé GTA, quoi. Comment ça, pas du RP? Il y a Tony qui dit, oh non, pas du RP. Pas bien du RP? Ah, clairement, il pourra tout m'expliquer. Ok, s'écoute. Pourquoi c'est pas bien le RP? C'est bien ou pas? Salut Thiam, comment vas-tu? Merci pour le 15e mois d'abonnement. C'est bien ou c'est pas bien le RP? Mais si, le RP c'est vraiment chouette, me dit Sarah. Moi je fais confiance au modo. Hein. Alain Melon, mais si c'est trop bien. Tu vas être accro. Attention, c'est très bien le RP, c'est très bien, t'inquiète. Oui, c'est trop bien. C'est très différent du jeu solo. C'est bien le RP, mais normalement il faut bien connaître GTA avant, je trouve. Ah, peut-être. Ah, ça aurait été mieux de découvrir la licence de base. Hein. La plupart des gens découvrent le jeu avant de faire du RP. Ouais, mais je suis vieux, moi. Je suis vieux. Ok. Ok. Ah, je comprends, Tony. Non mais Tony nous précise, mais j'ai jamais dit que c'était pas bien. Le jeu solo est un chef-d'œuvre, c'est bien de commencer par là. Tu dois y jouer avant. Ah. Mister Paid Amix me dit, est-ce que je peux poser une question? La casquette, c'est ton nouveau style? Alors en fait, bon, vous ne le savez pas parce que vous ne me le croisez pas dans la rue, mais j'ai une casquette tout le temps en fait. En fait, je suis très frileux et j'ai toujours, sauf à l'antenne, quelque chose sur la tête. J'ai un bonnet H24, une casquette H24 parce que je suis très frileux et que le présentateur que je suis déteste s'enrhumer. Un présentateur enrhumé, c'est l'enfer. Le son est affreux, ça coule de partout, ça coule du nez, ça coule de la bouche. C'est nul. Donc moi j'ai mis en place une hygiène de vie depuis des années déjà pour ne jamais être enrhumé parce que je déteste être enrhumé. Pour le boulot c'est insupportable. Donc j'ai toujours un bonnet, toujours une casquette. Et là comme j'ai pas allumé le chauffage, ben je caille. D'ailleurs on va l'enlever parce que ça s'est réchauffé. Voilà. Donc c'est pas pour cacher une calvasse naissante, pour répondre à ta question, et c'est pour le froid effectivement. D'accord. Live GTA demain soir pour tester, me dit Jolou. Oui mais il faut... Attendez. Ah ouais mais non, moi je vais pas... Non mais non, il faut que j'attende mon invité, c'est pas cool. Ok, bon allez, quelle heure il est? 22h. Et si on lançait une petite revue de presse, vous en pensez quoi? Petite revue de presse rapide, puis après un petit Valorant rapide. Ça vous va ou pas? Merci Thiam 129 encore. Merci Chris BL, j'avais pas vu, merci pour le 5e mois d'abonnement. Yes baby, c'est parti. Well, yes. Oh, merci, merci pour le gentil message. Allez, go. Yes. Bon, c'est un stream très tardif. On se lance une petite revue de presse à la cool. Bon, parfois je me dis bon putain, je suis crevé, il est tard. Est-ce que je lance une revue de presse? Puis je regarde les articles, je me dis ah ouais quand même il y a des trucs intéressants. Quoi. Allez, on va partager ça. On va partager l'actu, on va partager nos réflexions, on va essayer de comprendre tout ça. On va faire rapide, hein. On va faire ça en mode comment disent les gamers, en mode quand on joue très très vite là. Vous savez, les jeunes ils disent ça là, quand ils jouent à un jeu très vite pour le finir très vite. Speedrun, voilà, on va speedrunner l'actu. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Non, tryhard c'est un peu différent, je crois. Pas tout à fait la même chose. Parce qu'une fois j'ai dit je vais tryhard l'actu, on dit non, tu vas plutôt le speedrun. Vous voyez, je vous écoute. Allez, c'est parti les amis. Je vous fais un petit sommaire d'abord. Voilà, on va commencer par des trucs assez dramatiques. Voilà, un petit sommaire, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, je vous dis ce qu'il y a dans les journaux, ce qu'il y avait dans les journaux ce matin, l'essentiel de l'actu, et après on prend le temps de lire et d'échanger et de comprendre. Bien sûr qu'on reprendra The Witcher 3, là je suis une petite séquence valorante, mais voilà. Alors dans l'actu, il y a les révélations du Parisien, du journal Le Parisien, sur
le meurtre du jeune Thomas, ce jeune homme de 16 ans, je crois, qui est mort dans la Drôme à l'issue d'une fête de village. Je pense que vous connaissez l'histoire. Et il y a du nouveau, selon le Parisien en tout cas, les investigations des gendarmes sur le drame de Crépol apportent de premières réponses sur l'origine du drame, révèlent des surprises, dit le journal, sur les responsabilités. Voilà. Tom Schneck, gros bisous Sam, le soir pas envie de déprimer, les journées étaient assez dures alors qu'avant j'arrivais à encaisser l'actu avant mes journées. T'inquiète, il y a un peu d'actu mais reviens dans 1h30, on fera du Valorant. Yann J, merci beaucoup pour le 25e abonnement. Reviens dans 1h30, on fera un petit Valorant. Voilà. Tu me verras mettre des headshots à des joueurs, notamment ceux dans mon équipe parce que je vise pas très bien, ça va te faire rire. Donc on verra sur ces révélations. C'est vrai que si ce que nous dit le Parisien est juste, on apprend des choses qui sont un petit peu troublantes et on se dit que les gens qui ont commenté ce meurtre, notamment les responsables politiques, qui ont commenté ce meurtre très vite, tout de suite, sans prendre le temps éventuellement d'attendre les premières conclusions des enquêteurs. Aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, qui a tiré. Aujourd'hui, les enquêteurs ne savent pas qui a tiré. Et là, on se dit, en lisant le dossier du Parisien, qui est un gros dossier, que certains ont parlé un peu trop vite. Comme toujours. Je vous dis souvent que l'ennemi d'une info de qualité, c'est la vitesse. Plus on veut... Alors, il y a les politiques et puis il y a certains journalistes éditorialistes. Voilà. Pas qui a tiré. J'ai dit qui a tiré ? Non, le meurtrier, c'était à coup de couteau. Pardon, je pense que c'est Valorant. Enfin, il y a eu un tir qui est parti d'une voiture quand une voiture fuyait, mais ça n'a rien à voir. Il a été tué à coup de couteau, c'est vrai. Donc, la vitesse, c'est l'ennemi d'une info de qualité, que ce soit dans le commentaire des politiques ou que ce soit dans le traitement médiatique. Eh bien, on va se pencher là-dessus. On va se pencher aussi sur la menace terroriste en France. Je suis désolé, c'est pas très gai, mais on va revenir sur cet attentat de samedi soir, vous savez, où un touriste a trouvé la mort près de la Tour Eiffel. On s'est penché très longuement hier sur le profil de l'assassin du terroriste. Gros problème psychiatrique. L'un, l'autre, les deux. Ça, on en a beaucoup parlé hier, c'est en replay si vous voulez. Et là, on va aller plus loin. Est-ce que la France, aujourd'hui, est sous la menace de terroristes, d'une grave menace terroriste ou pas, plus que ces dernières années. Voilà. Et quid des Jeux Olympiques. Nico, love sur toi aussi. Regardez cet article dans Libération. Interrogation sur la sécurité des JO, bien sûr, quand des milliers et des milliers, que dis-je, des centaines de milliers de Français, de touristes vont se presser dans les événements, et notamment pour l'ouverture des Jeux. Alors voilà, vous savez que c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques va se dérouler en extérieur, sur la Seine, vous le savez, avec plein de gens sur les berges. Est-ce que, dans ces conditions de menace terroriste, est-ce que cette cérémonie d'ouverture peut se tenir ou pas ? De plus en plus de personnes parlent d'un plan B. Un plan B dans un endroit fermé, comme par exemple un stade, comme par exemple le Stade de France. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant. Et vous savez quoi ? C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit, mais non, il faut streamer ce soir, parce qu'il y a des sujets comme ça. Si je passe à côté, on ne va pas en reparler avant un moment. Et pourtant, c'est un sujet important. Le niveau de maths en France, ça ne va pas du tout. Nous disent plein de journaux, les Échos, La Croix, regardez. Ce matin, c'était la une des Échos. C'était la une de La Croix. Il y avait un gros papier dans Le Monde. L'inquiétant déclin français. Alors moi, qui suis toujours le premier à dire, oh là là, arrêtez, c'était mieux avant, le niveau qui baisse à l'école, mais arrêtez, on a toujours dit ça, c'est pas vrai. Moi, je suis un peu comme ça, en disant, c'est un peu un discours de vieux con. Voilà. Et en fait, quand on prend les études qui sont les mêmes études qui reviennent tous les X années pour mesurer un niveau en français ou en maths d'un pays, ici la France, en fait, on voit que le niveau baisse. Alors là, pour le coup, c'est un constat un peu scientifique. Alors je me dis, ah merde, alors, ça va un peu à l'envers de mon discours. Moi, j'ai toujours été en mode, arrêtez les vieux de dire que les jeunes sont plus cons que vous, quoi. Alors, du coup, je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, ok, bon, le niveau en maths baisse. Alors pourquoi, comment ? J'ai lu un dossier très intéressant dans les Échos. Voilà. Et puis dans La Croix aussi, parce qu'on est au-delà du constat un petit peu inquiétant.
Hein. Notre niveau baisse et notre niveau baisse par rapport aux autres pays aussi. Voilà. Les pays asiatiques, mais pas seulement. Et la Croix essaie de trouver des solutions. Ça, j'aime bien aussi quand un journal, au-delà du constat et du stress, nous dit bah, attendez, il y a peut-être des solutions. Donc, un gros dossier sur les maths en France, je trouvais ça intéressant. Et puis, cette question qu'on évoque quasiment tous les jours depuis 3 ans sur cette chaîne, puisque je suis journaliste, j'essaie de vous parler d'informations, de médias, comment ça fonctionne, pourquoi il y a autant de défiance vis-à-vis des médias, quelle est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qui ne va pas dans le système médiatique français, etc. Eh bien, il y a un papier dans la Croix, regardez, l'objectivité journalistique existe-t-elle? Voilà. Est-ce qu'un journaliste objectif, c'est possible? Je spoil, non. C'est ce que je vous explique souvent. Voilà. C'est très subjectif. Je crois à l'honnêteté. Je ne crois pas à l'objectivité. C'est un mirage. C'est un joli but, un joli objectif. Mais ça, en fait, ça n'est pas possible en raison de plein de filtres. Eh bien, c'est exactement ce que dit la Croix. Sauf que la Croix donne la parole à des gens qui disent la même chose que moi, mais beaucoup plus clairement, je trouve. Donc, on ira frotter nos cerveaux au cerveau de ces gens. Voilà. C'est un petit sommaire, vous voyez. Donc, j'ai pas pris 1000 actus, mais je vous ai pris des actus qui me semblaient importante. Voilà, c'est pas mal, hein, vous en pensez quoi? Petit programme là. Voilà, j'ai pris plutôt que vous prendre 1000 articles, j'en prends pas trop sur des actus essentiels. Comme ça, on a le temps d'échanger, puis après, ça me permet de faire un petit Valorant aussi. Johan, Sam, est-ce que tu achètes tous les journaux ou tu as un abonnement pour tous les avoir? Je m'achète un. En fait, je m'abonne à chaque journal individuellement. Je m'abonne au Parisien, à Libé, au Figaro, à la Croix, à l'Humanité, aux Échos, à l'Opinion. Qu'est-ce que j'oublie? Le Parisien, je l'ai dit. Je crois que j'ai tout. Voilà, il faut que je me réabonne à l'équipe, parce qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Voilà. Bon, bref, je m'abonne à tout. À Le Monde, évidemment. À tous les journaux, les quotidiens nationaux, parce que j'ai fait un choix, je ne peux pas faire toute la presse régionale. Je pense que je vais refaire la presse régionale. Et puis Presse Magazine, on a une très bonne Presse Magazine, mais j'ai pas le temps de tout lire, de tout streamer, donc j'ai fait un choix. Voilà. Forfait abonnement, abonnement quoi. Abonnement, un journal, tout bêtement, puis en numérique, hein, ça je télécharge sur ma tablette. Voilà. Merci Popopopo pour le gentil message. En tant que professionnel du métier, il n'y a pas un genre d'abonnement groupé? Non. Non, j'achète mes abonnements, voilà. De toute façon, les journaux, pour qu'ils vivent, il faut les soutenir, il faut les lire, quoi. Donc moi, je pense que j'aurais pu tout à fait même les avoir gratuitement en écrivant aux journaux, en disant, vous voyez, je dis quand même du bien de ce que vous faites, je suis un peu une publicité vivante pour votre travail, peut-être que vous pourriez me donner accès gratuitement à vos journaux. Mais je ne veux pas le faire, parce que moi, je veux rester indépendant par rapport aux journaux que je lis, et si on m'offre ces journaux, est-ce que je me sentirais pas un peu obligé d'en dire du bien, quoi. Je ne veux pas de ce lien de suggestion, là, d'obligation, même si je pense que ça ne changerait rien à la façon dont je travaille. Et donc, du coup, je préfère acheter les journaux. Ils ne me proposent pas de me les donner, et je trouve ça très bien. Je ne demande pas qu'on me les donne, je les achète, et c'est bien. C'est bien parce que ça me rend indépendant vis-à-vis de ses contenus, et puis c'est pas tout. Moi, je pense que la presse, il faut la soutenir. C'est mon postulat, vous le partagez ou pas. Je suis un journaliste de l'audiovisuel un peu paradoxal, puisque moi, je kiffe la presse écrite, je kiffe les journaux, et je ne veux pas que ces journaux meurent. Et plus on a de journaux, plus on a de diversité dans l'information, mieux c'est. Et un journal, c'est mortel. Ça peut naître, ça peut vivre, et ça peut s'éteindre. Voilà. Et la presse française n'est pas dans une méga forme incroyable, quoi. Donc je suis assez content de payer mes abos, quoi. Voilà. Voilà, il y a un Trashek qui dit mais c'est pas nos impôts qui les font vivre. En fait, c'est pas tes impôts à toi déjà. C'est les impôts. Mais enfin, je sais ce que tu veux dire. C'est pas ce que tu voulais dire. C'est pas tes impôts à toi. Il y a des aides à la presse, il y a des aides à la distribution, il y a des aides à la presse. Heureusement d'ailleurs. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles peut-être on a une presse de qualité aussi. Il y a des aides publiques à la presse, aux médias en France, alors qu'ils sont loin de couvrir les frais de fonctionnement des journaux. Hein. Heureusement qu'il y a les lecteurs, les abonnés, la pub aussi pour les journaux qui mettent de la pub. Donc les aides publiques sont une petite part de ces aides, mais pour répondre à ta question, la presse que je lis, la presse écrite, n'est pas une presse publique soutenue par le secteur public, quoi. C'est juste une aide, quoi. Personnellement, je trouve que c'est une aide qui est très bien utilisée. Hein? On peut défiscaliser son abonnement à la presse, me dit Doteman? Peut-être, je ne suis pas au courant. Peut-être les jeunes. Peut-être pas moi. Allez, j'arrête de raconter ma vie et on commence par cette histoire qui est un peu dramatique. Hélas. Le Parisien, nos révélations sur le meurtre de Thomas,
les investigations, donc c'est ce jeune homme qui est mort à Crépol, hein, lors d'une fête de village, un bal, une soirée, quoi. Les investigations des gendarmes sur le drame de Crépol apportent des premières réponses sur l'origine du drame et révèlent des surprises sur les responsabilités. Je vais vous lire cet article qui est assez long, qui est plein d'infos, et après on en parle. Voilà. Merci beaucoup Velvet Dreamer. Le scénario d'un engrenage mortel. Ce n'est pas un article qui vous dit exactement ce qui s'est passé, c'est un article qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il y a encore beaucoup de zones de flou. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas l'identité de l'assassin. Des anonymes sur les réseaux sociaux jusqu'aux responsables politiques, écrit Le Parisien, chacun s'est déjà fabriqué une idée arrêtée du drame du bal de Crépol. Peut-être que dans le chat, il y a des gens qui sont persuadés de savoir ce qui s'est passé à Crépol. Bravo, parce que les enquêteurs ne savent pas. Donc Le Parisien dénonce un petit peu cet empressement. Commentaire hâtif, interprétation hasardeuse, allégation erronée. Depuis 15 jours, la mort de Thomas Perotto, 16 ans, est soumise à la récupération politique et à l'emballement médiatique. Or, la réalité des faits est plus complexe et la vérité judiciaire échappe aux grilles de lecture idéologique. C'est ce qui ressort de l'enquête des gendarmes de la section de recherche de Grenoble dont notre journal a pris connaissance en exclusivité. 2 jeunes hommes sont désormais suspectés d'être le meurtrier. L'un s'appelle Ilyes Z, c'est l'initiale de son nom de famille. Il a 22 ans, il est d'origine maghrébine. Le second est un adolescent de 17 ans qui porte un prénom et un nom historiquement français. Alors je ne comprenais pas cette phrase au début. Un ado de 17 ans qui porte un prénom et un nom historiquement français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors j'ai fini par comprendre en lisant l'article plus loin que c'était un prénom et un nom à consonance française, quoi. Voilà. Et que comme il était mineur, eh bien on ne précisait pas ni son prénom ni son nom. Quelqu'un me demande pourquoi préciser, Le Parisien, pourquoi précise les origines des 2 meurtriers présumés. Tout simplement parce que il ne vous a pas échappé qu'il y a une récupération politique de l'extrême droite et de l'ultra-droite sur les origines des jeunes qui étaient venus au bal, pour certains pour en découdre, et qui auraient assassiné le jeune homme. Donc, à moins que vous ne soyez pas au courant du tout de l'actu, voilà pourquoi Le Parisien évoque les origines des 2 jeunes hommes dont on vient de parler, simplement parce que certains politiques et certains éditorialistes ont insisté très lourdement sur l'origine des assaillants, des meurtriers présumés. Donc, du coup, ça devient une info. On essaie de comprendre si ces accusations sont fondées. Ce dernier, donc avec un prénom et un nom de famille historiquement français, dit Le Parisien, appelé Julien, Le Parisien a inventé un prénom, on va l'appeler Julien pour faire simple. Ce jeune homme de 17 ans qu'on va appeler Julien, intéresse d'autant plus les enquêteurs que son petit frère, soupçonné d'avoir aussi été présent à Crépol, est considéré comme en fuite par la justice. Une histoire un peu étrange. De l'enquête, il ressort qu'au moins 9 suspects, tous nés à Romans-sur-Isère dans la Drôme, à l'exception d'un, sont arrivés à Crépol au fil de la soirée, à bord de 5 voitures. Voilà, c'est drôle parce que déjà, moi, je vous ai raconté des cracks, des carabistouilles. Dans les premiers articles que je vous ai lus sur le drame de Crépol, à un moment, il était question d'un minibus qui était arrivé et qui avait déposé des jeunes gens devant la soirée. Bon, les enquêteurs ont bossé, a priori, il n'y a pas de minibus. C'est pourtant une info que je vous ai rapportée, parce que je l'ai lue dans un journal de qualité. A priori, il semblerait que cette info n'est pas avérée. Donc là, on parle de 5 voitures qui sont arrivées au fil de la soirée, donc pas toutes en même temps. Certains disent avoir eu vent du bal par les réseaux sociaux et ont été attirés par la présence de nombreuses filles. Au moins 4 d'entre eux ont d'ailleurs... Alors, autre info. Au moins 4 de ces jeunes ont participé à cette soirée dansante. Étaient dans la soirée, n'étaient pas à l'extérieur. Et ont fait partie des 450 personnes présentes à l'intérieur de la salle des fêtes où ils sont restés près de 2 heures avant que la bagarre mortelle n'éclate, ce qui affaiblit la thèse d'une expédition punitive programmée. Entre les suspects et les fêtards, 2 univers se croisent, donc ça c'est réel effectivement. Les Romanais apparaissent décalés, donc ceux qui viennent de Romans, de ce quartier, avec leur
tenue de sport négligée, il y a du survêt par rapport à l'ambiance plus soignée du bal. Si une cinquantaine de témoins n'ont rien relevé de problématique dans l'attitude des suspects durant la fête, les voyant pour certains danser, s'amuser, d'autres disent à l'inverse avoir été troublés par quelques scènes. Ils décrivent de jeunes hommes assis dans un coin, n'ayant pas l'air de s'amuser, jetant des regards malsains sur la foule. Tous les témoins ne disent pas les mêmes choses. Tous les témoins n'ont pas vu la même chose. Ils savent bien que personne ne peut les voir quand ils viennent. Ils cherchent des problèmes, a déclaré l'un des témoins aux gendarmes. Les jeunes de Romans et de Crépol se côtoient au lycée. Ils se connaissent de vue, mais ils ne sont pas du même monde, glisse une source de l'enquête. Plus tard dans la soirée, un autre groupe de jeunes de Romans aurait rejoint le village, mais serait resté à l'extérieur, de la salle des fêtes, à boire de l'alcool sur le parking. On essaie de comprendre. Voici les infos qu'ont à ce jour recueilli les enquêteurs. Malgré cette ambiance un petit peu pesante à l'intérieur que je viens de vous décrire, aucune intervention des vigiles n'est nécessaire. Ce n'est que vers 2h du matin Alors, on arrive à la bagarre. Ce n'est vers que 2h du matin qu'une altercation futile au début fait basculer la soirée. Elle va entraîner un enchaînement de violences mortelles. À ce moment-là, DJ diffuse un dernier morceau du rappeur français Jul, Chiquita, la petite fillette en espagnol. Selon le témoignage d'Ilyes Z, alors qu'il est assis sans rien demander à personne, un jeune rugbyman, Thomas L, se met à lui tirer ses cheveux. Il a les cheveux longs et bouclés. Il m'attrape les cheveux et me dit que j'ai les cheveux longs comme Nikita, dit le suspect qui est actuellement en garde à vue. Une provocation, une référence aux paroles de la chanson de Jul qu'on est en train d'écouter, qui ne plaît pas à Ilyes Z et qui en retour l'insulte et lui intime de dégager à 2 reprises. Sourire narquois, Thomas L aurait refusé de s'exécuter, donc le jeune rugbyman, et aurait proposé à Ilyes Z de s'expliquer de façon virile en lançant « Allez, tu viens, on va dehors ». Cette altercation pourrait être à l'origine de la rixe, notent les enquêteurs. Tout aurait commencé comme ça. Un autre témoignage interpelle. Au cours de la soirée, Thomas m'a dit « J'ai envie de taper des bougnoules ». C'est une amie du rugbyman qui a dit ça aux enquêteurs. Dans le sas d'entrée, l'explication entre les deux jeunes hommes tourne court. Selon le récit d'Ilyes Z, il se fait frapper à coups de poing et de pied par Thomas L. 2 ou 3 rugbymen arrivent en renfort et Ilyes Z dit qu'il finit à 4 pattes et sonné. Cette bagarre va agréger bien plus de belligérants. Tout le monde arrive. Une trentaine dans la bagarre selon les gendarmes. Les jeunes de Romans, renforcés par le groupe resté sur le parking, seraient à leur tour entrés dans la mêlée, ainsi que des amis de Thomas L, le rugbyman, dont le jeune Thomas Perotto. À cet instant, un vigile s'interpose entre les deux bagarres et reçoit un coup de couteau. La bataille entre les deux camps s'avère déséquilibrée. Côté Roman, donc les jeunes du quartier, plusieurs agresseurs sont armés de couteaux, voire selon certains témoignages de gants coquets. Je pense qu'il s'agit des gens venus de l'extérieur, puisqu'a priori les jeunes qui rentraient dans la soirée étaient fouillés par les vigiles. Côté rugbymen, on n'a que les points. Les affrontements sont rudes. Dans le clan des rugbymen, le bilan est dramatique. Thomas Perotto ne se relève pas. Il succombe à un coup de couteau unique, ayant frappé le ventricule droit sans frapper le cœur. Thomas L, le rugbyman, est passé près de la mort, poignardé à 2 reprises, dont une fois au niveau de la zone cardiaque. Lors des affrontements, 9 témoins sur les 104 auditionnés rapportent avoir entendu des propos hostiles aux Blancs de la part du clan de Romans-sur-Isère. On va t'avoir petit blanc, dit par exemple avoir saisi un des participants au bal. Après cette scène ultra-violente, les Romanais s'enfuient de Crépol en voiture. L'enquête ouverte pour meurtre en bande organisée se révèle particulièrement complexe. Face à tant de témoignages contradictoires, vous avez des témoins qui ne disent pas la même chose, vous avez même des jeunes gens qui ne venaient pas du quartier à l'intérieur, qui n'ont pas vu la même chose que d'autres, se révèle particulièrement complexe face à tant de témoignages contradictoires, évolutifs, fragiles, avec une question centrale: qui a porté le coup fatal à Thomas Perotto? Et à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Des auditions suivantes de témoins, il ressort une constante. Le tueur de Thomas Perotto serait donc un grand... Salut à tous les amis qui viennent de Popcorn. Ça va vous changer d'ambiance, on est sur cette histoire affreuse du meurtre dans un bal d'un garçon de 16 ans. Là. Les enquêteurs ont un peu avancé. Donc le meurtrier de Thomas Perotto serait un grand brun, les cheveux longs bouclés. Malgré des origines ethniques différentes, 2 suspects
correspondent à cette description. Ilyes Z, l'homme moqué par le rugbyman, voilà, et Julien, donc celui qu'on appelle Julien, hein, dont on ne connaît pas le prénom et le nom puisqu'il est mineur, un mineur de roman. Tous deux ont nié. En garde à vue, Julien a même contesté sa présence à Crépol ce soir-là, donnant un alibi non confirmé. Pourtant, des témoignages le désignent, lui et son petit frère, comme passant la soirée à l'extérieur de la salle et participant aux affrontements armés de couteaux. Étrangement, le Benjamin était introuvable lors du coup de filet. Donc il y a un petit peu... il y a quand même un truc étrange par rapport à ça. Voilà. Le procureur de Valence prévient, l'élucidation des faits de Crépol n'est pas achevée. Allez, je vous lis un petit peu là-dessus, et puis on part sur le risque terroriste en France. C'est une soirée de fête. Efaisto78, merci pour le 28e mois d'abonnement. Pato 2, Frouille, merci pour le 10e mois d'abonnement. Fabien, merci pour le 18e mois. Diangine, merci pour le Prime. À vous. Au final, Thomas est toujours mort, c'est fou dans ce pays. J'ai l'impression que la justice cherche toujours des excuses pour minimiser le geste. Pour l'instant, on cherche un coupable. Les enquêteurs n'ont pas trouvé le meurtrier pour l'instant. Ils cherchent à le confondre. Qu'est-ce que tu veux, Guillaume, qu'est-ce que tu veux punir quelqu'un qu'on n'a pas trouvé? Tu comprends? Les enquêteurs nous disent que c'est bien plus compliqué que ce que certains médias, certains politiques ont dit, quoi. Hein, rappelez-vous la première version, la seule version qu'on a entendue au début, expédition punitive, des jeunes qui venaient d'un quartier, qui n'étaient pas invités, qui se sont massés devant, ils seraient arrivés en minibus, ils s'étaient armés de couteaux, ils ont attendu les gens dehors, moi c'est ce que j'ai lu dans les premiers articles, hein. Ils ont attendu les gens dehors, rappelez-vous des premières versions qu'on a entendues dans les médias et que je vous ai lues aussi, hein, c'est de ça qui a été écrit dans les médias, hein, attendu dehors et puis à mesure que les gens sortaient, poignardaient. Bon, c'était ça la première histoire. Bon, bah la deuxième histoire, elle est comme l'histoire des enquêteurs, c'est plus la même. Des jeunes des quartiers étaient dans la soirée depuis le début. Ça se passait a priori plutôt bien. Il n'y avait pas de souci. Et puis à un moment, il y a un problème. Il y a une bagarre, il y a un truc, les gars de l'extérieur arrivent et tout. C'est plus la même histoire déjà. C'est plus la même histoire. Alors, certains me disent, ils avaient des couteaux. Bah, on est bien d'accord que c'est pas moi qui vais vous dire qu'aller à une soirée avec des couteaux, c'est quelque chose de pacifique et de responsable, évidemment, quoi. D'ailleurs, l'article dit très très clairement que la bataille est totalement déséquilibrée entre des jeunes d'un côté armés de couteaux et d'autres qui n'ont que leurs poings. Nélio, alors il faut où tu viens d'arriver, où tu n'as pas écouté, hein, ça se passait plutôt bien avec une lame de 15 cm dans la poche. Si vous avez bien écouté, vous avez compris que des jeunes étaient à la soirée depuis le début, qu'ils avaient été fouillés par les vigiles à l'entrée, qu'il y a un article, il y a un passage que je ne vous ai pas lu, qui explique qu'il n'y avait pas de couteau, et qu'a priori les couteaux étaient sans doute apportés par les gens qui sont arrivés de l'extérieur après, quoi. Mais on est bien d'accord qu'aller à une soirée avec des couteaux, évidemment que ça doit être prohibé, sinon puni, quoi. Allez, je vous lis un petit peu. Salm, calme le chat. Écoutez, c'est un stream d'actu, hein, on n'est pas... c'est un peu normal que des sujets aussi sensibles que cela déclenchent des passions. Donc voilà. Tant que les gens s'expriment correctement, vous avez tout à fait le droit d'exprimer une opinion, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, faites-le correctement, sans violence dans les mots, mais évidemment que c'est un sujet tellement dur et tellement sensible. Je comprends que les mots soient un peu... puissent être énervés, hein, ça va, hein, ça va. On fait pas un Mario Kart non plus, hein. Je vous lis. On ne sait pas. Tégolek dit donc l'agresseur initial c'est un rugbyman raciste, c'est bien ça? On ne sait pas. Les enquêteurs essaient de comprendre si effectivement il y a eu une première agression d'un rugbyman vers un des jeunes qui était dans la salle à la soirée, sur le dernier morceau. Voilà. Ça c'est ce qu'affirme le jeune homme agressé. Mais en fait, maintenant, il s'agit de comprendre qui dit la vérité. Hein, moi, je ne l'ai pas, la vérité.
J'essaie de comprendre, donc je vous donne les dernières infos. Il se trouve que c'est pas tout à fait celle qu'on avait au début, quoi. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça doit nous dire, en fait, de voir comme ça les infos évoluer sur un drame comme celui-ci? Qu'il faut être prudent et qu'il faut pas, dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent, peut-être même les jours qui suivent un drame comme ça, eh bien partir bille en tête en disant moi je sais, quoi. Alors que les enquêteurs disent à qui veut l'entendre qu'ils commencent leur enquête et qu'ils ne savent pas, quoi. C'est ça que ça doit nous apprendre, cette affaire. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Et les enquêteurs ne le savent pas non plus. Les gens qui vous disent je sais ce qui s'est passé à Crépol, eh bien ils vous mentent. Ou alors ils manquent de rigueur intellectuelle. Parce qu'ils ne savent pas. Parce que pour l'instant les enquêteurs ne savent pas. Voilà. Joli. Alors, je vois un message qui a été supprimé par les modos, qui était arrêter le déni, les gauchistes bon sang. Quelqu'un me dit mais pourquoi ce message est supprimé? Attendez, quand je dis que la parole est libre ici, la parole construite, la parole respectueuse, qualifier ceux dans le chat qui ne sont pas d'accord avec toi, Desfontaines, de gauchistes, ça n'est pas constructif, ça n'a aucun intérêt en fait. Tu n'es pas dans l'expression d'un fait en disant attendez, moi voilà ce qui s'est passé, voici ma source. Moi, je sais ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Voici, il suffit de lire tel article, tel témoignage. Bon, ça, c'est intéressant. Mais arrêtez le déni, les gauchistes bon sang. Donc, tu prends à partie ceux qui ne sont pas d'accord avec toi et tu les traites de gauchistes. Ça n'a aucun intérêt. Tu vas convaincre qui avec cet argument? Les gens de ton camp, ils sont déjà convaincus. Ça n'a aucun intérêt. Donc, si tu veux, l'intérêt, c'est de créer le dialogue, c'est d'essayer d'échanger. Donc, ce message qui soit supprimé, ça ne me choque pas. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on essaie de faire ici. Voilà. Le déni de quoi? Tu comprends que ça ne fait pas avancer. Imaginons que tu aies raison. La manière dont tu l'exprimes ne fait pas avancer le débat. Donc en fait, tu te tires même une balle dans le pied parce qu'en fait, tu ne vends pas correctement ta pensée. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et que ce message soit supprimé par les modos, ici même GCTF, c'est tout à fait juste. Voilà, parce que justement, ça ne fait pas avancer le débat, quoi. Tu as le droit d'avoir un autre regard sur les faits, mais il faut l'exprimer d'une manière cohérente et construite et idéalement sourcée, quoi. Moi, quand je vous lis des infos, je vous dis, selon le Parisien, qui cite les enquêteurs, je vous dis pas, voilà, au doigt mouillé, moi je vais vous raconter la vérité, ça n'a aucun intérêt. Merci cadeau anonyme pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci Hephaïsto78 pour le 28e mois d'abonnement. Voilà, comme le dit Sarah, confrontez-vous sans souci, mais respectez-vous juste. Non, c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est important. Oh, j'arrête de faire des rototos. Je sors de table. Bon, moi ce que je vous appelle à faire, c'est de continuer en fait à lire les journaux, de multiplier les sources. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, moi je me bats aussi la coulpe en tant que journaliste. Sarah dit je réveille, nous rote dessus. Non, je vous rote dessus, je suis en train de vous roter dessus. Moi je suis en train de vous dire aussi que les premiers papiers que j'ai lus sur cette histoire ne nous racontaient pas tout à fait ça. Donc, est-ce que ce sont des papiers qui ont été écrits trop vite? Est-ce que ce sont des papiers qui n'avaient pas les bonnes sources? Est-ce que ce sont les mêmes sources, c'est-à-dire les enquêteurs qui, au début, ne savaient pas trop et ont quand même parlé et un peu trop parlé? Vous voyez, tout nous montre quand même que plus on va vite et plus l'info qu'on délivre, elle n'est pas de qualité, quoi. Le problème, c'est qu'après, il y a des gens qui vont forger leur opinion sur des infos qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Et donc, il faut prendre le temps et il faut vérifier. Et parfois, il faut laisser du temps aux enquêteurs, à la justice, aux médias de faire leur boulot. Vous savez, souvent, il y a une grosse actu qui se produit, et puis vous me dites, hey Samuel, tu parles pas de ça. Je l'ai vu l'actu. Mais, ce matin-là, après cette actu, j'estime que les papiers qui en parlent sont pas top. Manque de recul. Voilà.
on n'a pas grand-chose. Voilà. Je ne vous en parle pas. Et je dis souvent, je vous en parle demain. Et puis effectivement, le lendemain ou 2 jours après, on commence à avoir des articles un peu plus construits, avec des infos un peu plus vérifiées. Et là, on a gagné. En fait, on a gagné. En perdant du temps, on a gagné du temps. Voilà, pour une info de plus grande qualité. Et moi, je constate que sur cette affaire-là, eh bien, des journaux que j'estime être des journaux de qualité, au début, on racontait des choses qui ne sont pas ce que ces mêmes journaux racontent aujourd'hui. Voilà. Donc la précipitation, elle n'est pas que du côté des citoyens, elle n'est pas que du côté des politiques, elle est aussi du côté des médias, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, je le sais. On continue, hein? On aura l'occasion d'en reparler. Je vais vous parler de... On est toujours en début de stream, on est toujours sur toutes vos questions m'intéressent, c'est affreux, quelle heure il est. Je prends celle d'Erion qui est vachement intéressante. Samuel, j'ai complètement arrêté de suivre l'actu. On fait une petite pause, parce que je trouve que cette question est très pertinente. Samuel, j'ai complètement arrêté de suivre l'actu parce que c'est trop anxiogène. Et que je n'ai aucune envie de m'y remettre parce que ça me fait du bien d'être loin de ça. Est-ce que tu penses que c'est une erreur? C'est très difficile de répondre à ta question. Alors, j'aurais envie de te dire, oui, c'est une erreur, parce que pour être un citoyen, pour participer au fonctionnement de son pays, notamment au moment des élections, même si je connais le rapport de certains au droit de vote, en essayant essayer d'influer à son petit niveau sur les affaires du pays, pour choisir en connaissance de cause, il faut être le mieux informé possible, il faut être un citoyen éclairé. Si on te demande de te prononcer sur les grands sujets du pays en choisissant pour tel ou tel, oublions un petit peu le débat sur la politique avec des gens qui ne sont pas à la hauteur, c'est vrai aussi, mais si on mélange tout, on n'y arrive plus. Si tu n'es pas au courant des sujets, en fait, tu ne vas pas pouvoir choisir de façon éclairée si tu n'as pas fait un minimum de travail d'information. Bon, ça c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que c'est épuisant. Cette masse d'infos anxiogènes, lourdes, de drames, de crises, de peines, de morts. Hein. On a la guerre en Ukraine actuellement, on a la guerre au Proche-Orient qui a repris, on a ce qui s'est passé le 7 octobre, les attentats du Hamas, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec ces milliers de civils, hommes, femmes, enfants qui sont tués. Il y a un moment, s'informer c'est lourd aussi. Donc, il faut trouver un entre-deux. Moi je dis souvent, une chaîne info, ça se consomme... si vous voulez regarder une chaîne info, regardez-la un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour. Je connais des gens qui restent des heures toute la journée devant une chaîne info, mais vous allez vous flinguer la tête, Donc l'info, ça se consomme, et ça se consomme avec modération. Voilà. Il faut que ce ne soit pas un temps imposé, il faut que ce soit un temps pour vous quand vous avez du temps. Et c'est peut-être pour ça que j'aime la presse écrite, parce que la presse écrite me permet de me pencher sur des sujets quand je veux. Ça n'est pas une image qui s'impose à moi, ça n'est pas une image de JT. Vous savez, un JT, quand vous regardez un JT, vous n'êtes pas acteur de l'info que vous choisissez. Hein. Le JT se déroule, et les sujets se déroulent, et on vous les impose. On vous impose un ordre qui a été choisi par une rédaction. Et vous allez vous prendre des actus dans la tête que vous n'avez pas envie de vous prendre, parce que ça ne vous intéresse pas ou parce que c'est trop violent. Hein. Vous êtes totalement passif devant un JT. Hein. L'avantage de la presse écrite, mais aussi de la consultation des infos sur Internet, quand la source Internet est de qualité, c'est que vous tournez les pages. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ah non, ça c'est trop, j'en peux plus. C'est trop violent. Non. Tiens, je vais lire le dossier sur les maths. Voilà. Donc, vous savez que l'actu est là, vous l'avez vu, vous savez que vous pouvez y revenir un petit peu plus tard en vous disant ouais c'est gore, mais peut-être qu'il faut que je m'y intéresse un petit peu. Mais voilà, vous êtes acteur de votre consommation d'infos et vous choisissez d'y passer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà. Il y a un côté, en fait, cette vieille presse papier qui est devenue numérique ici, elle est interactive. Dans la mesure où vous faites votre menu, votre choix, et on ne vous impose rien. C'est pas mal ça. Et puis vous pouvez changer, acheter le Figaro, puis Libération, puis l'Humanité, puis la Croix, puis vous avez compris le principe, C'est pour ça que moi je kiffe un peu la presse écrite. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passif devant un conducteur qui se déroule devant vous. Vous pouvez choisir de zapper une actu et en choisir plutôt une autre, Je trouve que c'est moins anxiogène. Voilà. Bon, ça c'est ma déclaration d'amour à la presse écrite. Voilà pour la réponse que je voulais faire à ta question que je trouvais essentielle. Camillette, merci pour l'abonnement que tu as offert. Écrivain. Ok, je vous parle de la menace terroriste en France maintenant.
John Guy, tous les médias sont biaisés, tous ont leur agenda idéologique. Oui, alors je vous en parle tous les jours de ça, donc si tu poses la question, c'est parce que tu n'es pas un habitué de la chaîne, c'est un sujet dont je parle tous les jours depuis 3 ans. Il se trouve qu'on va en reparler tout à l'heure avec un article de La Croix. Oui, c'est une conviction ici, mais je ne vais pas toutes les 10 minutes répondre aux mêmes questions depuis 3 ans, c'est vraiment les habitués, ils vont s'en aller, quoi. Donc à tout à l'heure, on a un papier de La Croix là-dessus. Le retour de la menace djihadiste en France, c'était la une de Libération ce matin. Sortie de prison, très important ça. Endoctrinement des ados, très important aussi. Prise en charge psychiatrique, l'attaque de samedi soir ravive les inquiétudes sur les risques d'attentat, et ce, à 8 mois des Jeux Olympiques. Ok, Kams. Le renseignement face au spectre d'une résurgence terroriste, dossier très bien fait dans l'IB, à moins de 8 mois des JO, c'est un peu chaud ça. Et malgré la relative sérénité des services spécialisés ces dernières années, l'attaque mortelle de samedi, donc vous savez, le touriste de 23 ans, je crois, qui a trouvé la mort près de la Tour Eiffel, illustre le retour de la menace islamiste. Après plusieurs années d'accalmie, parce qu'il y a eu une forme d'accalmie de la menace terroriste contre la France. On verra pourquoi. La France est-elle de nouveau confrontée à une intensification de la menace terroriste islamiste? La réponse, qui tend vers l'affirmative et suscite une inquiétude à moins de 8 mois des Jeux, apparaît néanmoins comme un euphémisme aux agents du renseignement qui affirment eux, en fait, que cette menace terroriste, elle a jamais disparu. Depuis 2012 et les tueries de Mohamed Merah à Toulouse et de Montauban, la France fait face à une période sombre de son histoire sécuritaire, harassée par des attaques récurrentes, par une foultitude de projets d'attentats qui sont souvent déjoués sur le film. Et il est vrai qu'à compter de 2018, il y a eu un petit apaisement et la fin de l'emprise terroriste de l'État islamique en Syrie, avec une menace un peu sous l'éteignoir, écrit Libé. Au sein des services spécialisés, on craint aujourd'hui l'avènement d'un nouveau cycle meurtrier. Aux attaques pensées, coordonnées, rappelez-vous, la tuerie de Charlie Hebdo, l'attaque contre l'hypercachère en 2015 de Saint-Étienne du Rouvray en juillet 2016, à ces attaques pensées et coordonnées ont succédé aujourd'hui, vous l'avez constaté dans l'actualité, des actes de moindre intensité, commis la plupart du temps par des profils solitaires, parfois en rupture avec la société, du fait d'une errance, alors ça peut être des auteurs migrants d'attaques à l'arme blanche, en proie à des troubles de personnalité, comme l'agresseur de samedi soir près de la Tour Eiffel, qui est certes un terroriste, mais manifestement le mec avait des petits pets au casque quand même, quoi. Toutefois, l'un n'excluant pas l'autre, l'un n'excluant pas l'autre, c'est ce que disent certains psys. Toutefois, les services antiterroristes français détectent tous une résurgence de la menace djihadiste depuis quelques mois. Le conflit syrien a trusté et suscité des vocations au milieu des années 2010, explique un membre du renseignement français. Or, une grande partie de la population qui a rejoint l'État islamique aujourd'hui est décédée ou incarcérée. En revanche, on voit naître des vocations de certains ados en France qui se réapproprient le combat et qui entraînent une persistance, un continuum de la menace. Selon les derniers chiffres obtenus par l'IB, 500 djihadistes partis de France sont considérés comme morts, 250 ne donnent plus aucune nouvelle, ajoutés aux revenants majoritairement toujours emprisonnés et aux 150 Français qui évoluent en Syrie désormais sous une bannière d'un groupe dont l'action est essentiellement locale, quoi. Donc au final, c'est presque une génération de combattants qui a soit disparu, soit est empêché d'agir momentanément. Donc on parle essentiellement des gens qui sont partis en Syrie. La DGSI observe aujourd'hui en France un net rajeunissement des personnes surveillées. Parmi le public suivi, de plus en plus d'ados, entre 13 et 18 ans, qui font surface. Les dominateurs communs à ces nouveaux profils ont une fascination pour la violence, une adhésion au discours victimaire, le tout s'inscrivant parfois dans un besoin de référence, de cadres qui n'existent pas dans leur entourage. Ils peuvent également évoluer dans une certaine bulle numérique algorithmique qui renforce leur exclusion. Aujourd'hui, la France compte 391 détenus incarcérés pour des faits de terrorisme islamiste. 462 autres détenus sont considérés comme radicalisés. Leur libération, notamment, ça c'est un vrai sujet, celle de certains profils très lourds, fait planer le spectre d'une récidive. Rappelons que l'assaillant, le terroriste de samedi, avait fait de la prison pour des faits de terrorisme. Depuis 2018, 486 personnes condamnées pour des faits de terrorisme islamiste ont été libérées. 486 personnes condamnées pour des faits de terrorisme islamiste ont été libérées depuis 2018. Les services spécialisés ont la
Bonne surprise de noter que la majorité montre de réels gages de réinsertion, mais il y a un noyau qui se démarque par sa volonté renouvelée d'en découdre, de frapper la France. Aujourd'hui, une cinquantaine de détenus est même considérée comme très à risque, ce qui engagera des dispositifs de surveillance extrêmement rapprochés lorsque l'heure de la remise en liberté sonnera. Le suivi de l'ensemble de cette population quand elle sort de prison incombe normalement à la DGSI. Les personnes sont alors classées sur une échelle de menaces qui va de 1 à 3, pouvant engager un certain nombre de mesures, filature physique, outils de surveillance téléphonique ou numérique. Depuis 2017, des mesures de sûreté post-peine ont même commencé à faire apparition dans la loi pour limiter les fréquentations, c'est-à-dire impossibilité d'entrer en contact avec telle ou telle personne mise en cause dans des affaires de terrorisme par exemple, interdiction de quitter le territoire d'une commune, par exemple, pour faciliter la surveillance, ou de soumettre la personne visée à des obligations de pointage au commissariat, ce qui favorise le recueil d'informations. Donc vous voyez, a priori, les condamnés pour terrorisme qui sortent de prison, certains sont quand même suivis de près. D'ailleurs, il l'était un peu, celui qui a tué samedi, quoi. Je crois qu'il avait été entendu par des policiers très peu de temps avant. Zut, merci pour le prime. Je vous lis un petit peu là-dessus, puis après on parle de la menace sur les Jeux Olympiques. Ah oui, t'as raison. Mais Falicia, t'as tout à fait raison. Falicia dit j'ai une question, tu dis que le JT c'est pas dingue, car on ne choisit pas l'info qu'on regarde, mais qu'est-ce qui distingue le JT de ton émission? Rien. Moi, c'est du linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas feuilleter, tu ne peux pas choisir les thèmes. Je ne suis pas un journal. Je suis un Samuel Etienne. Donc, c'est le même défaut. Alors, il y a un avantage quand même, c'est que tu peux poser ta question et je te réponds. Alors que dans un JT, tout le monde s'en fout de ta gueule. Voilà, c'est la grosse différence. Donc, ça crée une interaction qui est quand même assez intéressante. Ça, c'est quand même la grosse différence. Mais en revanche, sur le côté... tu es le sujet des infos que je choisis et tu n'es pas acteur des infos que je choisis, là je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi je vous invite à lire la presse écrite. Je trouve que c'est la meilleure source qui soit, quoi. Rien ne s'impose à vous, vous choisissez ce que vous voulez, le journal que vous voulez, l'article que vous voulez, vous zappez ce que vous voulez. Je trouve que c'est moins anxiogène. J'ai pas dit que c'était de meilleure qualité forcément, hein. Je dis que c'était moins anxiogène. Cette consommation de l'actu, c'est très subjectif, mais c'est mon sentiment. Je vous lis. En tout cas, c'était une bonne question, Falicia. Ça fait un petit rototo encore. Est-ce que la prison sert à la réinsertion? C'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué hier. Oui, parfois ça marche. Parfois la prison fait l'inverse, la prison radicalise en mettant en contact des gens avec des radicalisés. Et parfois, alors il y a des cellules de déradicalisation, il y a des programmes de déradicalisation et certains marchent. Parfois ça marche, parfois pas. Merci Elal pour le gentil message. Merci Martial. Bonjour Samuel, est-ce que tu vas parler du trailer de GTA 6, chose que les médias TV n'évoquent pas? Chrono 100, on en a parlé, on a regardé le trailer tous ensemble au début de ce stream il y a 45 minutes. Voilà. Moi j'espère bien que demain matin dans la presse, je vais me lever à 5h pour lire les journaux, j'espère bien que demain matin dans la presse que je lis il y aura des articles sur GTA 6, sinon ça va chier. Sinon ça va chier des ronds de chapeau, je peux vous le dire moi. Ça va gueuler. Hein. Donc, on me dit que M6 en a parlé, que France Inter en ont parlé, il y a des chaînes qui en ont parlé. Moi, si demain, les journaux qui d'habitude parlent des jeux vidéo, comme Le Figaro, comme Les Échos, Libération un petit peu, Parisien, ça peut leur arriver, ne parlent pas du GTA 6, je vais dire, non, ça va pas aller. Alors après, il y a les articles dans les versions papier des journaux qui passent après en PDF, en numérique. Puis après, il y a les articles que vous trouvez sur les sites de ces mêmes journaux, Le Monde, Libération, et parfois il y a beaucoup plus d'articles. Je suis sûr que, tiens, vous savez quoi? On va faire, sans tricher, on va faire la recherche. Voilà, on va taper GTA 6.
Voilà, on va faire un crible actu et on va voir quelles sont les sources. Bim, Le Monde. Regardez, vous avez vu? Voilà. Le Monde a fait un article en ligne. Il y a 15 heures, BFM a fait un article. Bon, il y a les sites spécialisés, ça c'est normal. Putain, il n'y a que Le Monde, bah, je suis déçu. Hein. Alors, et les autres là? Les Libérations, Le Parisien, bon, un petit truc dans l'Express là. Ouais. Ouais, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Attendez, ça m'énerve. On va chercher, on va faire des petits cribles pour voir si Libération a fait un truc. Hop. Bah non. Y a pas. Le Figaro. Un petit article dans le Figaro. Ok. On peut mener l'expérience comme ça assez longtemps, quoi. Petit article dans le Parisien aussi. Voilà. Donc oui, il y a des articles. Alors pas dans les versions print, mais peut-être que dans les journaux de demain matin, je les aurai. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un journal papier, ce que j'appelle les journaux papier, Le Parisien, Libé, Le Monde, pour les exemples qu'on vient de prendre ici, ils ont la version print que vous avez en kiosque dans les journaux ou que je télécharge sur ma tablette, voilà. Et puis vous avez tous les articles en ligne et parfois il y a des articles qui ne vont qu'en ligne. Hein, voilà. Là on peut aller chercher l'article du Monde par exemple pour aller voir ce que disait Le Monde de ça, de GTA. Bon, normalement c'est sur abonnement, hein, mais j'ai l'article. Bon, est-ce que c'est un vrai article du Monde ou est-ce que c'est un copier-coller d'une dépêche d'agence? Non, c'est un vrai article, on peut le lire. Hein. Pourquoi? Tiens, bah, attendez, on fait une petite pause. Hein. Pourquoi la bande-annonce du nouveau jeu de Rockstar Games était-elle si attendue? On va voir si Le Monde est carré sur le sujet. Les premières images officielles de GTA 6, prévues pour 2025, ont donc été diffusées cette nuit. Retour sur les raisons de l'engouement autour de ce qui est sans doute le jeu vidéo le plus attendu. Il sera bientôt là, ou en tout cas dans 2 ans maximum. 10 ans après la sortie de GTA 5, l'un des jeux les plus populaire au monde, le studio américain Rockstar Games a donc diffusé les premières images officielles de GTA 6 dont on découvre qu'il sortira en 2025. On a vu le trailer ensemble tout à l'heure. Sur fond de Tom Petty, c'est la chanson, on y découvre surtout Lucia, jeune braqueuse latino-américaine. C'est ce que certains me disaient, hein, que c'était une jeune femme qui était au cœur du jeu, ainsi que son compagnon. On y retrouve enfin la ville de fiction de Vice City, des calques grinçants de Miami, déjà parcouru dans le bien nommé GTA Vice City. Sauf que si cet épisode sorti en 2002 se déroulait dans les années 80, GTA 6 sont bien ancrés dans le présent, caricaturant à l'envi le format des stories Instagram et des lives TikTok pour mieux mettre en scène le genre de situations absurdes ou violentes qui collent la peau à la Floride, souvent considérée comme la capitale américaine du fait divers grotesque. Donc Le Monde a l'air de valider plutôt l'univers du trailer. Cette première bande-annonce de 90 secondes, qui devait sortir mardi à 15h, c'est ce que plusieurs m'ont dit, a finalement fuité quelques heures plus tôt, au point de convaincre Rockstar de finalement la diffuser dans la nuit de lundi à mardi. Elle donne le programme pour ce blockbuster, qui n'avait été jusque-là été confirmé que du bout des lèvres. Malgré le goût prononcé de Rockstar Games pour le secret, la surprise n'est pas totale, puisque Vice City avait déjà été aperçu sur des images volées qui ont circulé il y a 1 an. Le jeu, a priori, nouveau décor, nouvelle tête, mais même règle. GTA 6 est le nouveau volet d'une série de jeux vidéo née en 97, donc moi je vais apprendre plein de trucs parce que je ne suis au courant de rien là-dessus. Il y a eu un raid, que tous les gens disent bienvenue les raiders, j'ai pas vu, j'ai encore raté le raid. Qui a fait un... Qui n'a fait un raid? Ah, c'est Karine. Merci Karine Carville. Merci pour le raid, c'est gentil. Alors, le jeu. Cette première bande-annonce de tout juste 90 secondes qui devait sortir mardi à 15h... putain, je l'ai lu ça. Alors, le jeu GTA 6 est le nouveau volet d'une série de jeux vidéo née en 97, dont le principe est d'incarner un ou plusieurs délinquants. Ça va jusqu'ici? Le joueur y jouit d'une grande liberté lui permettant de multiplier les méfaits et d'explorer des cités gangrenées par le crime sans rien sacrifier d'une ambition narrative peu commune. Donc Le Monde dit que c'est quand même pas mal du tout. Les polémiques accompagnant chaque sortie y ont d'ailleurs largement contribué à faire connaître la série, y compris lorsque les politiques l'ont critiquée ou interdit dans certains pays. Ok. Bon, en tout cas, plein de petits compliments sur ce qui semble se profiler pour GTA 6. Grand Theft Auto est un maître étalon du jeu vidéo. Chaque sortie a imposé un nouveau standard de l'industrie. Waouh! Qui dit ça? Rockstar a connu une montée en puissance sur l'écriture entre San Andreas 2004 et GTA 4 2008,
Puis la popularité du jeu a explosé avec le mode multijoueur sur GTA V. C'est Olivier Mocco, qui est fondateur du studio Game in Society, qui dit ça. Professeur à Sciences Po Paris. En effet, le mode GTA Online est devenu un atout majeur pour le dernier épisode, à la longévité inédite. Des centaines de milliers d'adeptes s'y adonnent au roleplay. Voilà, c'est ça que je vais faire dimanche soir sur Simplay, puisque je joue à GTA RP dimanche avec mon invité dans Simplay. Ainsi, GTA V reste l'un des jeux les plus regardés en streaming. C'est vrai ça, hein, que GTA V... Salut Morgane, bonne nuit. C'est vrai que GTA V reste l'un des jeux les plus regardés en streaming aujourd'hui. L'un des plus joués sur console, sur PC, c'est vrai ça, c'est une vraie info. Monogy me dit oui. Ouais. En 2022, il figurait toujours dans le classement des jeux les plus achetés en France. Grâce au RP, oui. Titi, merci pour le 2e mois. Merci du soutien. Faut voir Alex Click. Pourquoi Nijuel? Alex Click. Pourquoi tu cites Alex Click? C'est un spécialiste? Il est bon là-dessus? Vous me le conseillez, Alex Click, d'aller voir ce qu'il fait là-dessus? Top 1 tous les soirs sur le sujet? Bien sûr, me dit Sarah. D'accord. Ok. C'est le plus gros streamer francophone de RP sur GTA V. C'est un joueur de GTA RP. Il est pas mal du tout en RP. Un des plus gros streamers GTA RP et celui qui l'a démocratisé. Voilà. Ok. Bon. Bah alors du coup, je peux vous confirmer que c'est lui qui vient dimanche alors. Alex Click, c'est mon invité. Allez. Dans Simplay, dimanche, c'est lui qui va me prendre la main et me montrer GTA RP. Voilà. Mais je sais qu'il l'a leak. Il m'a demandé s'il pouvait l'annoncer dans son programme de la semaine. Voilà. Donc, on est en termes d'actu, c'est pas mal, quoi. Voilà. Alors, on finit l'article du Monde, qui est plutôt bien écrit, hein. Voilà, qui revient sur l'histoire du jeu, d'accord. Ok. L'industrie du jeu vidéo voit dans GTA 6 un futur champion des ventes. Il n'a fallu qu'une semaine à GTA 4 et seulement 3 jours à GTA 5 pour franchir le $1 milliard. Quoi? Le $1 milliard de recettes? En 3 jours? À titre de comparaison, le film qui a connu le plus grand succès au box-office en 2023, Barbie, a généré $1,4 milliard en un peu plus de 4 mois. Vous avez entendu ça? Putain. Pardon. GTA 5 a généré $1 milliard de ventes en 3 jours. Barbie, le gros blockbuster de 2023, n'a généré que $1,4 milliard en 4 mois. Mais nom de Dieu! Mais c'est fou! Incroyable. C'est le 2e jeu vidéo le plus vendu au monde, derrière Minecraft, et ça, je le savais, puisque Minecraft, on a fait un petit simple là-dessus, quoi. Le premier. Incroyable. C'est incroyable. Ok, bon, bah, c'est un vrai phénomène. Bon, bah, vous voyez, ouais. Alors oui, là, bon, bah, oui, la presse s'intéresse quand même au sujet. Peut-être qu'on aura des articles demain dans la presse, mais peut-être qu'ils ne diront pas beaucoup plus que cet article du Monde que je trouve plutôt joliment troussé. Merci encore Karine Carville pour le raid. À propos de jeux vidéo, dès qu'on a fini cette revue de presse, on se fait un petit Valorant. C'est toujours drôle de voir un vieux monsieur échappé d'un EHPAD attraper son Odin pour arroser les murs à tout va. On a bien rigolé hier soir. J'avais une forme hier soir. J'en ai dézingué. Hein. 14 kills. Hein. 14 kills hier soir. En pas trop de temps en plus. Hein. Pas trop de temps. On fera un petit Valorant tout à l'heure. Voilà, alors je reviens un petit peu à la presse quand même. Waouh! Merci Sickness995 pour ces 5 abonnements offerts à la commu, c'est adorable. Dézinguer des murs, oui, parce que moi je vise les méchants, mais je vise beaucoup les murs, moi, en fait. Voilà. Allez, je reviens un petit peu à la menace terroriste en France. Bim! Avec cette question, est-ce que c'est pas un peu chaud pour les JO? Ouais. JO, un plan B pour une ouverture plus sûre, notamment pour l'ouverture des Jeux, quoi. L'attaque de samedi dans la zone où va se dérouler la cérémonie des Jeux Olympiques, hein, on est dans la zone de la Tour Eiffel, interroge sur les modalités d'organisation de l'événement. Bah ouais, c'est dans 8 mois les Jeux. Il ne serait pas absurde de penser à un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux, prévue sur la scène. Dimanche, c'est l'ancien directeur général de la police nationale, la DGPN, Frédéric Pechnard, donc il connaît un petit peu le sujet quand même, qui a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis cette action terroriste de
samedi. Quelques semaines après Arras, Paris a été touché donc samedi aux abords de la Tour Eiffel, là où pile dans 8 mois, jusqu'à 600 000 personnes vont se retrouver massées pour assister à la cérémonie d'ouverture et à la parade fluviale donc de 12 km entre les ponts d'Austerlitz et de Iéna. Interrogé par Libé, Frédéric Pechnard précise sa pensée jusqu'au 7 octobre, les attentats du Hamas contre Israël. Je pensais, disait-il, que la cérémonie pouvait avoir lieu, mais il faut maintenant tenir compte de la situation sécuritaire. Et on ne sait pas aujourd'hui dans quelle situation on sera en juin. Donc il faut un plan B pour la cérémonie d'ouverture, ce qui ne veut pas dire qu'on le mettra en œuvre. Il identifie 3 risques principaux. 1. Est-ce que nos amis américains et israéliens, dit-il, accepteront de participer à cette cérémonie d'ouverture? En l'état actuel de la menace terroriste, c'est pas sûr. Est-ce qu'on fera une cérémonie sans eux? 2. Comment faire pour sécuriser les centaines d'appartements qui seront loués sur Airbnb dans les 15 jours avant? Bonne question. Et pourrait se servir éventuellement de base arrière à des terroristes. 3. La menace de drone kamikaze ne lui semble pas totalement sous contrôle, selon l'ancien patron de la DGPN. Et donc le plan B, ce serait de faire ça au Stade de France. Voilà. On n'a pas de plan B, mais un plan A dans lequel il y a plusieurs plans bis, dit la ministre des Sports, qui n'est pas du tout d'accord avec cette analyse. Donc c'est Madame Amélie Oudéa-Castéra, sur France Inter. Donc elle dit il n'y aura pas de plan B, par contre il y a un plan A, un plan principal qu'on adaptera peut-être. Merci beaucoup Jaminator pour ce très gentil raid, merci à vous qui nous rejoignez. On est en train de parler d'un truc pas très léger, la menace terroriste contre les Jeux Olympiques, notamment la cérémonie d'ouverture. Donc la ministre des Sports dit il n'y aura pas de plan B, il y aura un plan A qu'on va ajuster sur la jauge des spectateurs, combien de personnes on accueille, ou sur des points de quoi? Des points de festivité de type fan zone. Attendez, je dézoome un peu parce que sinon tu ne voyez rien. Pas de plan B, c'est aussi ce que répète Tony Estanguet, qui est le président du comité d'organisation des Jeux. Je peux vous dire que Tony Estanguet, normalement, doit venir sur cette chaîne Twitch dans pas longtemps, pour parler des Jeux et répondre à toutes vos questions. Donc c'est le président du comité d'organisation des Jeux, le COJO, depuis qu'Emmanuel Macron a dévoilé son projet d'une cérémonie unique et révolutionnaire. Le préfet de police de Paris actuel écarte lui aussi tout scénario alternatif. On a toujours intégré une menace terroriste d'assez haut niveau, dit Laurent Nunez, ajoutant qu'un dispositif humain exceptionnel va être déployé avec en moyenne 30 000 policiers en renfort pendant toute la durée des Jeux. Voilà. 45 000 policiers et militaires, rien que pour la cérémonie d'ouverture, voilà. Dont des troupes d'élite au grand complet, GIGN, RAID, BRI, plongeurs, équipe cynophile, surtout l'attaque de samedi près de la Tour Eiffel. S'est déroulé dans un endroit où il y aura dans 8 mois un périmètre antiterroriste où, avant d'entrer, vous serez palpé et fouillé. Vous devrez justifier d'une raison d'y entrer, notamment en présentant le fameux QR code dont l'annonce a suscité un début de polémique. Je peux faire mon vieux con là. Je peux faire mon vieux réac. Je sais toutes les critiques qu'ont suscité le plan de circulation qui a été diffusé en disant que ça va être le bordel pour accéder en voiture, même à pied et tout. Tout ça quand même relève d'une logique de sécurité, de sécurisation. Et pardon, ça va peut-être nous emmerder pendant toute la durée des Jeux, mais à un moment, si on me dit que le prix à payer pour une sécurité accrue des personnes qui vont participer aux Jeux, eh bien c'est effectivement un plan de circulation réducteur, chiant, casse-couille, tout ce que vous voulez. Si c'est le prix à payer, pourquoi pas, Pourquoi pas, Voilà. Par exemple, le ministre dit que l'assaillant de samedi n'aurait jamais pu rentrer dans un tel périmètre. Voilà. Pour une préfète, enfin, qui parle anonymement, à moins de retirer le public et faire un stade en ville, il faut se résoudre à accepter que le risque zéro n'existe pas. En attendant, ce dont on doit faire le deuil, c'est la grande cérémonie festive et insouciante, dit cette préfète, parce qu'en fait, ça va être horrible et hyper chiant à sécuriser. Voilà. Non, je ne sais pas. Il y a l'Aiglon TV qui me dit « Samuel, est-ce que la presse étrangère s'inquiète également sur les nombreux attentats en France et l'arrivée des Jeux en 2024 ?» Je ne sais pas. Je dirais que peut-être.
mais je ne sais pas. Allez, on va terminer avec un truc... Oh là, j'ai encore des gros dossiers, mais à quelle heure je vais me coucher? Ah, je vais faire vite, hein, parce que moi j'ai envie de faire un petit Valorant, là, il est 23h. Hein. Oh! Ah non, je veux pas, moi je veux jouer, hein. Putain, mais j'ai des sujets sympas. Non, t'arrives pas à la fin, poum, il reste plein de choses. On a un sujet sur les maths, il faut que je vous en parle. Ça va pas du tout. Les maths, ça va pas les maths, ça va pas. C'est une catastrophe. C'est la une de plusieurs journaux ce matin. Je sais qu'on est le soir, hein, mais je vous parle des journaux du matin. Maths, l'inquiétant déclin français. Je vous disais que moi je suis pas un partisan de la théorie du déclin, hein, le discours « Ah, c'était tellement mieux avant. Ah, nous, à l'époque, le bac, ça valait quelque chose. » Ça m'a toujours beaucoup fait rire. Je pense que les vieux aiment toujours dire que c'était mieux avant, c'est-à-dire quand c'était eux, quoi. Et qu'ils étaient bien plus malins, bien plus forts. C'est un discours qui me séduit pas beaucoup, mais a priori, il y a quand même des études assez carrées qui montrent qu'il y a une baisse du niveau de maths en France. Voilà, c'est ce que semblent dire ces dossiers. Lisons pour voir si c'est vrai ce truc. L'inquiétude monte sur le niveau des élèves français en mathématiques. Axé sur les mathématiques, l'OCDE publie aujourd'hui donc son étude PISA sur le niveau des élèves de 15 ans. Donc l'étude a été publiée aujourd'hui. L'enquête arrive à point nommé pour le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui doit en profiter pour dévoiler ses mesures pour le collège. Comme tous les 3 ans, donc l'OCDE a publié aujourd'hui son enquête PISA, programme international de suivi des acquis des élèves, qui a mesuré les performances des élèves plutôt de 15 ans, hein, des gamins de 15 ans dans 81 pays. Les élèves qui ont passé ce test en 2022 ont répondu à des questions de mathématiques pendant 1 heure, à d'autres sur la lecture et des sciences pendant encore 1 heure, avant de répondre à une questionnaire de 35 minutes sur leur attitude à l'égard de l'école, leur vie familiale et d'autres sujets. Voilà, ça c'est les tests qu'ils ont passés, le petit questionnaire. Cette année, l'OCDE a axé ses principaux résultats sur les maths, plutôt. Voilà. Le précédent rapport PISA, qui en traitait, avait été publié en décembre 2013. Donc on compare en gros les chiffres de 2022 en fait, l'enquête a été faite en 2022, et ceux qui avaient été publiés en 2013, donc en gros 10 ans avant. À l'époque, la France avait enregistré un recul déjà par rapport à 2003, qu'il avait fait passer du groupe des pays dont la performance est supérieure à la moyenne en matière de maths, à ceux dont la performance est dans la moyenne de l'OCDE. Et a priori, ça s'est dégradé. Alors au moment où l'article, ici, des Échos paraît ce matin, PISA, l'étude n'est pas sortie, donc on va aller voir ce qui est tombé. Voilà. Oh là là là. Oh non, j'avais pas vu, je n'étais pas allé voir. Catastrophe. La France, 23e, le niveau des élèves dégringole. La France dégringole plus que les autres en maths. Bah tiens, on va aller voir les Échos, justement. Ouais, c'est pas bon. C'est pire que ce que je pensais. Alors, il y a une baisse générale du niveau de maths dans l'OCDE, hein, inédite. L'OCDE évoque une baisse inédite de la performance en maths. La moyenne de l'OCDE baisse de 15 points, c'est énorme par rapport à 2018, et de 10 points en compréhension de l'écrit. Une dégringolade qui est une première. Mais dis donc, les jeunes, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Depuis l'existence de PISA, les résultats de 2022 sont parmi les plus bas jamais mesurés. Merde, alors ça bat en brèche toutes mes idées, moi, sur le c'était mieux avant. Merde. La France reste dans la moyenne. Bon. La France n'échappe pas à cette chute. Les résultats baissent davantage que dans le reste de l'OCDE. Bye. Ça joue trop à GTA 6, là, les gars. En mathématiques, le niveau des élèves recule de 21 points, de 19 points en compréhension de l'écrit. Voilà, par rapport à 2018, toujours. Oh là là là. On reste dans la moyenne, mais c'est pas terrible. Il n'y a pas que nous, hein. L'Allemagne, la Finlande, la Norvège enregistrent des baisses plus importantes encore. Ouais, ça, c'est la faute des jeux vidéo, ça. Ça, c'est jeux vidéo, ça. Oh là là, c'est pas beau. Elle est pas belle, cette courbe. Hein. La baisse concerne tous les élèves, les plus en difficulté et les meilleurs. Donc, les meilleures baissent aussi. Voilà. Ah, les causes de la dégringolade. Ça m'intéresse. L'impact de la pandémie de Covid-19 est indéniable. Ah, il y a la crise sanitaire, quand même. Il y a la crise sanitaire. Hein. Mais tout ne peut pas être imputé à la crise sanitaire. Certains sujets n'ont pas progressé, comme le soutien des élèves par les enseignants jugés insuffisants. Voilà, quelqu'un me disait à l'instant, Trog, mais il y a aussi les profs aussi. Oui. Seul un élève sur 2 déclare que son professeur s'intéresse au progrès de chaque élève dans la plupart des cours. 59% des élèves seulement indiquent que leur professeur continue à expliquer jusqu'à ce que les élèves ont compris. Oui.
Les enseignants français sont mal préparés au soutien des élèves, explique Éric Charbonnier, expert à l'OCDE chargé de l'éducation. Or, les pays qui limitent la chute de performance en mathématiques sont ceux où les élèves se sentent le plus soutenus par leurs professeurs. Désolé s'il y a des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui passent sur ce stream, bah, il y a un truc qui ne va pas là. Bah, après, on ne vous donne peut-être pas les moyens de le faire. Ok, bon, c'est pas terrible. Hein. Bon, alors ça, c'est les chiffres qui sont parus aujourd'hui. Et en gros, ces chiffres avaient été quand même très anticipés par les articles qu'on a lus ce matin dans les Échos ou encore dans La Croix. Reprenons le fil de notre article des Échos. Alors, la faute à qui déjà? Si on veut chercher des responsabilités, si on cherche du côté des politiques, les Échos écrivent « L'enquête de l'OCDE ne dit rien de la politique éducative d'Emmanuel Macron puisque les élèves testés en 2022, qui étaient des élèves de 15 ans, étaient entrés au CP en 2012. » Donc l'étude PISA juge plutôt les politiques menées sous le quinquennat de François Hollande. Même si politiquement toutes les critiques vont tomber sur l'exécutif actuel parce que personne n'y comprend rien de toute façon, déplore un recteur. Donc il y a plusieurs enquêtes avant cette étude PISA qui avait dit que ça baissait. Hein. Voilà. Voilà. Il y a une enquête TIMS, TI2MS, notamment pour les résultats des collégiens de 4e. Une étude internationale qui plaçait en France en queue de peloton avec écoutez ça bordel, putain on va prendre cher là, vous êtes prêts? Qui plaçait la France en queue de peloton avec 2% seulement d'élèves au niveau avancé en mathématiques, contre 50% à Singapour, à Taïwan ou en Corée du Sud. Les élèves français les plus favorisés atteignent le score moyen des élèves anglais ou américains. C'est pas que l'Asie, hein. Les élèves français les meilleurs atteignent le score moyen des anglais ou des américains. Les gars, nos meilleurs en maths à l'école, hein, pas les chercheurs après. C'est les moyens aux États-Unis. Putain, arrêtons de nous foutre de la gueule les Américains. Merci Doudou pour les bits. Waouh. Ces résultats plutôt inquiétants vont conduire l'éducation nationale à proposer des groupes de niveau en français et en mathématiques. Le ministre de l'Éducation devait dévoiler aujourd'hui des annonces plus précises. On va aller voir ça tout à l'heure. Voilà. Même à Polytechnique, on s'inquiète. Alors je vous résume l'article de Polytechnique, je ne vais pas vous le lire intégralement, mais à Polytechnique, le niveau ne baisse pas tant que ça parce que la sélection est telle de toute façon qu'ils prennent que les meilleurs au concours de Polytechnique après les classes préparatoires maths physique, tout ça quoi. Mais les responsables de Polytechnique, la célèbre école d'ingénieurs, expliquent que eux, ils voient le niveau des gens qui se présentent au concours baisser, quoi. C'est-à-dire que les mauvais sont plus mauvais qu'avant, quoi. Bah après, comme ils prennent que les meilleurs, au niveau de l'école, ça va, mais à Polytechnique, on fait ce même constat, le niveau baisse. Alors, positivement, la Croix dit, y a peut-être des solutions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut redonner le goût des maths. Ce que nous dit la Croix, c'est que la manière dont les maths sont enseignées en France, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et moi, j'ai appris des choses, j'ai trouvé ça passionnant. L'étude PISA dévoilée aujourd'hui met l'accent sur les mathématiques. Bon, la nouvelle baisse, on en a parlé. Voilà. Comment faire aimer les mathématiques? Voilà. Je vais essayer de vous trouver le passage qui est vachement intéressant là-dessus. Voilà. Ah, ça commence là. Un autre enjeu que les classes de soutien qu'on a évoquées là pourrait être de réconcilier les jeunes Français avec les mathématiques. Que constatait PISA en 2012 lors de la dernière édition du Focus sur les maths? Que les maths sont particulièrement peu populaires auprès des Français et notamment des jeunes Français. Or, le fait d'aimer ou non cette matière est loin d'être négligeable sur les résultats. Quand vous aimez une matière, vous allez, sans vous en rendre compte, travailler plus, quoi. Sans qu'il soit possible néanmoins de départager la cause de la conséquence, ça c'est intéressant, soit on réussit mieux dans une discipline qu'on aime, soit on aime une discipline parce qu'on y réussit. Il y a un élément toutefois, dit Lacroix, de nature à relativiser l'importance du lien entre l'appétence et les résultats. Les élèves de Corée du Sud en 2012 étaient à la fois les meilleurs en maths et ceux qui aimaient le moins les maths. Ça c'est intéressant quand même. Qui voit un signe de la pression scolaire qui est énorme, vous le savez peut-être, en Corée du Sud. C'est parfois très compliqué pour les jeunes sud-coréens. Quand on n'aime pas les maths, on les déteste vite, constate quand même un mathématicien qui s'appelle Hugo Duminil-Copin, lauréat de la médaille Fields. C'est pas rien, c'est un peu l'équivalent du Nobel des maths en 2022. Pourquoi tant de haine? Pourquoi en France, les Français, les jeunes Français aiment pas les maths? L'erreur, dit
ce mathématicien, et l'erreur est sanctionnée lors des évaluations à l'école. Alors qu'en fait, l'erreur devrait être partie prenante de la démarche mathématique. Dans mon métier, dit-il, je passe mon temps à ne pas comprendre, à me tromper. Nous devons désacraliser la gravité d'être en échec, c'est vachement intéressant, car cela fait partie de l'apprentissage. Les élèves doivent prendre confiance, les équations qu'ils ont du mal à résoudre vont devenir naturelles, tout comme l'addition qu'ils ont peut-être eu du mal à acquérir quand ils étaient petits. C'est vachement intéressant ce qu'il dit ce mathématicien. Pourtant, rien ne pousse en ce sens, alors que le système scolaire fait des maths la discipline de sélection entre toutes, dit Mélanie Guenet, vice-présidente de la Société mathématique de France. Cette matière est celle qui ouvre le plus de portes. Aussi, toute l'attention se porte sur la performance. Là, il faudrait montrer que pour être un bon mathématicien, il faut avant tout être créatif et essayer des pistes différentes. On m'a jamais parlé des maths comme ça, moi. Cet article est passionnant, je vous incite à le lire, c'était La Croix datée de ce mardi. Hein. C'est la une, redonner le goût des maths. J'ai un exemple local. Dans son établissement classé en REP, le collège Val-de-Nièvre, dans la Somme, Aurélien de Seine constate l'effet décourageant de cette approche, notamment sur les plus fragiles. Hein. Très souvent, mes élèves sont fatalistes, ils se disent qu'ils sont nuls parce que leurs parents étaient nuls et que c'est normal parce que les maths, c'est compliqué. Aussi, le proviseur et l'équipe de professeurs de maths ont mis en place dans cet établissement une pédagogie destinée à donner confiance, c'est bien ça, hein, fondée sur le travail en petits groupes, la coopération entre élèves, une évaluation positive. Quand un devoir est raté, on reprend avec l'élève ce qu'il n'avait pas compris, il refait son devoir, dit Aurélien de Seine. Cette seconde chance change tout, dit-il. Grâce à ce projet, qui a été labellisé par le Conseil national de la refondation, le taux de réussite au brevet des collèges est passé de 71 à 92%. Donc manifestement, ça marche. On peut enseigner les maths autrement. Jules 18, bonne nuit mon ami. Plus que d'ajouter des heures supplémentaires dans des emplois du temps déjà chargés, Grégoire Borst appelle lui aussi à revoir en profondeur les programmes et la formation des enseignants. Selon ce professeur de psychologie, l'école repose en France sur un implicite énorme. On part du principe que les enfants savent être concentrés et attentifs, qu'ils savent mémoriser et réguler leurs émotions. Résultat, ces aptitudes pourtant essentielles ne sont jamais enseignées. Ce monsieur, il dit il faudrait apprendre à apprendre. Il faudrait apprendre à être concentré. Il faudrait apprendre à être attentif. Il faudrait apprendre à mémoriser. Ce constat expliquerait en grande partie une autre spécificité française, le caractère très inégalitaire de la réussite scolaire, parce que seuls certains parents transmettent ces compétences dans les milieux peut-être les plus favorisés à leurs enfants. D'où l'urgence, selon Grégoire Borst, de faire entrer les fonctions exécutives du cerveau dans les programmes. Selon la recherche, 3 de ces aptitudes de base forment le fondement de l'apprentissage: la mémoire du travail, la capacité de retenir une information et puis de la manipuler, la capacité à sortir des routines et la flexibilité qui permettent de changer de stratégie face à un problème. C'est vachement intéressant. Le Duc d'Auge, bonne nuit. Allez, vous êtes des couche-tôt, hein 23h14, on n'a même pas fait un petit Valorant. C'est dingue ça. Voilà. Alors un exemple concret par exemple, dans les petites classes, pour les tout petits, hein, c'est pas pour les grands, les animateurs d'activités périscolaires pourraient proposer des jeux qui favorisent les bonnes aptitudes en lien avec le programme des maths. Hein. Une étude a montré que jouer au jeu de loi, le petit jeu de loi là tout bête, pendant 1 heure était bénéfique pour toutes les capacités mathématiques pendant 9 semaines. Jouer à ni oui ni non, entraîne à résister aux automatismes, dit le chercheur. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Donc, la France, ça va pas en maths. Bon, disons-le, on est nul. Hein. On est nul, mais il y a des chercheurs qui disent c'est pas foutu. Il faut peut-être juste changer la façon dont on enseigne les maths en France. Vous en pensez quoi? Parce que j'ai beaucoup lu là. À vous un petit peu. Ça fait des années que les profs le disent, mais réduire les effectifs des classes, ce serait déjà un bon début pour aider les élèves à mieux apprendre, me dit Cassandra. Hein. Est-ce que c'est vraiment le niveau des élèves qui est en déclin ou les méthodes qui ne sont pas adaptées, dit encore New Shaman, hein. Alors, Red Robert, j'ai fait des études en sciences de l'éducation. Alors oui, les écrans, c'est pas bon, mais ça n'explique pas la baisse du niveau global. Il faut voir aussi les programmes, tiens, encore une fois, et les méthodes qui évoluent peu. On se compare également aux pays asiatiques qui sont premiers, mais nos méthodes d'apprentissage en maths et langues sont vastement différentes. Bon, manifestement, nos voisins européens font mieux quand même.
Attends, fais-moi mentir. Les glands TV. Samuel, je suis enseignant d'histoire géo. Dans mon collège, il y a des cours interdisciplinaires comme maths latin. Oh là là, maths latin. Putain, c'est tout ce que j'aime. Merci, Tantris. Ou maths histoire. Honnêtement, c'est pas mal. L'idée, c'est de lier des matières littéraires et scientifiques pour donner un sens à l'apprentissage. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Et oui, bien sûr que ça dépend des profs. Mais on enfonce une porte ouverte, mais vous avez raison. Chez Astéroïde, tout dépend des profs. J'avais une classe de cancre en maths, on a eu 3, la même prof hystérique. En 4e, on a eu une qui a fait un travail incroyable. Résultat, moyenne de la classe en maths, plus 10 points. Tout le monde avait plus de la moyenne avec lui. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, oui. On va pas se mentir. Moi, j'ai un respect infini pour les profs. C'est une mission vitale, essentielle, mal considérée, mal payée. Vous êtes des héros, les profs, quoi. Mais bon, mais vous n'êtes pas tous bons. Hein. C'est comme... Il y a des mauvais journalistes, il y a des mauvais pilotes, il y a des mauvais bouchers, des mauvais poissonniers, il y a des mauvais ce que vous voulez. Bon, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde, mais il y a des mauvais enseignants. Hein. On va pas faire l'autruche. On les a connus, on les a eus. Hein. On va pas se mentir. Même s'il faut les protéger, les accompagner, les enseignants, c'est une mission essentielle. ST Kozaï. Étant enseignant en maternelle, mon point d'orge est de valoriser au maximum l'élève à chaque réussite et dédramatiser les erreurs. Mais carrément, mais bien sûr. Alors moi, c'est un petit peu ce que je fais avec mes enfants au quotidien, quoi. Ils ont besoin de cet échange, ce dialogue, qu'on les prend par la main, quoi. Que ce soit pas juste la sanction. Chaque jour, je vois mes élèves avec le sourire, et encore ce soir, j'ai un élève qui voulait rester à l'école. Oh, la tête des parents. Bon, on rentre à la maison. Non, je veux rester à l'école. Oh, c'est trop chou. Bon. T'es un super prof. Hein. Je dis prof parce que j'ai l'impression que tu parles au masculin. Ouais, intéressant. Bon, moi je trouve ce dossier un petit peu optimiste quand même. Savoir que c'est pas foutu et qu'il faut peut-être changer la manière dont on enseigne les mathématiques en France. Bon, en tout cas... Salut SDF. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de vous lire ça? Putain, j'ai envie de faire un petit Valorant là. C'est un article intéressant dans La Croix, toujours sur l'objectivité journalistique existe-t-elle. En fait, c'est 2 pages qui vous expliquent extrêmement bien ce que je vous dis tous les jours, à savoir que l'objectivité n'existe pas et que le journalisme, c'est de la subjectivité, mais qu'il faut le reconnaître et qu'il faut le savoir, à la fois l'émetteur et le récepteur. Voilà. Oh, c'est tout ce que je vous dis tous les jours. Est-ce que je me répète Ou est-ce qu'on fait un petit Valorant? On fait un sondage. Allez. Ouais. Marre de prendre toutes les décisions. Allez. C'est vous qui décidez. On fait quoi? On enchaîne sur Valorant? On lit l'article? Voilà, c'est parti, 2 minutes. Go! C'est vous qui décidez, je vous laisse la main là. Ah, je suis en petite dette de sommeil. Merci Bironou, c'est gentil. Merci pour le soutien. Alors, ça donne quoi? Sondage lancé, 2 minutes. On fait dodo, sinon on va pas être frais devant les élèves demain. Bah attends, et moi j'ai 1, 2, 3, j'ai 18 candidats de questions pour un champion demain. 18 ou une petite vingtaine. Je veux pas être frais, hein. Je veux pas être frais, hein. Alors, on fait quoi? Valorant, 36%. Oh putain, vous êtes chaud. On lit l'article, 49%. Vous êtes pas drôle. Alors j'ai mis on faiblit aussi. On faiblit. Voilà, vous êtes 11%. Je ne sais pas. Oh non, faites péter le Valorant. Il y en a marre de lire toujours des trucs sérieux. Je suis un gamer maintenant, moi. Oh là là, 47% de l'article, vous me désolez. Putain, j'ai fait le sondage exprès en étant persuadé. Je me dis, oh, les petits jeunes, là, ils vont vouloir qu'on se déchire sur Valorant, on va bien rigoler. On lit l'article 43. Ah, ça remonte.
Ah, ça remonte. Bon, j'ai pas du tout influé sur le résultat du sondage. Hein. Vous avez vu, hein? J'ai pas du tout influé sur le sondage, pas du tout. Ah, Valorant est en train de passer en tête. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est serré, mais Valorant est un petit peu en tête. C'est serré quand même par contre. Allez, si c'est la démocratie, on n'influe pas sur le sondage. Valorant. Allez, putain. Allez. Stop the count. Non, moi je veux pas arrêter le sondage. Ça c'est vraiment malhonnête. 45% bordel, il y a 4 voix de différence là. Sortez-vous les doigts du cul. Allez. Valorant. Allez, c'est vous qui choisissez. Moi je veux pas influer sur le résultat. Non, t'es Dieu. Oh non. Ça se joue à 2 voix. Bordel. Putain, les gamers, vous êtes où là? Putain, il y a que des gens sérieux qui veulent lire la presse ici. Qui a gagné? Oh, ah bah c'est fini. Oh, bah c'est la démocratie. Oh zut, quel dommage. Alors j'avais tellement envie de vous lire l'article là sur l'objectivité journalistique. Oh, c'est dommage. Hein? Ah zut alors. Ah, c'est con, hein. Ah, vous êtes vraiment... Ah ouais, le peuple a parlé, c'est la démocratie. Ah ouais. Ah, j'ai envie de vous le lire quand même. Voilà, pour être sympa. Et je vous lis quand même. Pour être genre sérieux ou pas. Non, c'est quoi? Hein? C'est ça en moins de sommeil. Hein? Non? Oui? Ah bah bravo. Tu lis en lançant le jeu, aux yeux de purée, un petit coup rapide de lecture. Et la démocratie? Ouais, bah si, le sondage, ouais. Bah, je l'ai un peu... Le sondage a parlé. On se tape quand même l'article. Un journaliste qui essaie de nous empêcher de parler de l'intégrité des journalistes, c'est suspect. Bon, je vous le lis très vite. Non, en vrai, il est très rapide. Voilà. Bon, c'était drôle de faire le sondage. C'est une question qu'on évoque quasiment tous les jours ici. L'objectivité journalistique existe-t-elle? C'est un truc qu'on entend beaucoup. Ah, moi, je lis pas les journaux, les médias, ça m'intéresse pas. L'objectivité journalistique, ça n'existe pas. Les journalistes sont pas objectifs. Vous avez raison. Nous ne sommes pas objectifs parce que c'est impossible. Mal59, merci pour le prime. Les médias, écrit La Croix, sont souvent accusés de manquer d'objectivité. Les journalistes insistent davantage sur une présentation honnête des événements et des différents points de vue. Beaucoup de journalistes, écrit encore le journal, préfèrent parler du souci d'équilibre ou d'honnêteté qui les guide dans l'exercice de leur métier plutôt que d'objectivité. Je pense que objectivité, c'est pas le bon terme, effectivement. L'objectivité, c'est la qualité de quelqu'un, d'un esprit, d'un groupe qui porte un jugement sans faire intervenir ses préférences personnelles, dit le dictionnaire Larousse. Appliqué au journalisme, cette notion ne saurait être qu'un idéal inatteignable, une utopie utile, dit Arnaud Mercier, qui est professeur en information et communication. Le choix d'une info plutôt que d'une autre, hein, Sam nous parle d'une info mais pas de ça. La place qui lui est accordée, grosse place, petite place, constitue des partis pris découlant entre autres de la ligne éditoriale. De même, une citation n'a pas le même impact suivant par exemple qu'elle est mise au début d'un article ou si elle est noyée dans le corps de l'article. Vous voyez, même lorsqu'on se revendique journaliste citoyen, hein, parfois certains disent ah oui mais les journalistes citoyens pendant les gilets jaunes ils montraient les faits, que les faits c'était là avec leur téléphone portable, ça c'est totalement objectif. Ah bah la Croix dit ben non. Même lorsqu'on se revendique journaliste citoyen en filmant avec un simple téléphone en direct sans commentaire une manifestation comme certains l'ont fait pendant la crise des gilets jaunes par exemple, eh bien se positionner à tel endroit plutôt qu'à un autre, donner la parole à telle personne plutôt qu'à une autre, eh bien, influence la perception d'un événement et c'est un choix éditorial. Donc on est peut-être dans l'honnêteté, dans une forme de rigueur, mais pas forcément dans l'objectivité. Beaucoup de journalistes se retrouvent ainsi dans la célèbre citation d'Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, « L'objectivité n'existe pas, l'honnêteté, oui. » Nom de Dieu de bordel de merde, ça fait des années que je dis cette phrase, et putain, je savais pas qu'en fait, c'était une citation d'Hubert Beuve-Méry. L'honnêteté ou l'équilibre, hein, qui est en partie, insiste Arnaud Mercier, le fruit d'un travail collectif, de débat, de vérification. Au sein de la rédaction, Daniel Schneiderman juge lui aussi inopérante cette notion d'objectivité.
C'est le patron du site Arrêt sur Image. Pour lui, qui s'attelle depuis des années à un décryptage critique du fonctionnement des médias, avec son émission longtemps diffusée sur France 5, puis sur son site Arrêt sur Image, tout journaliste aborde spontanément l'information avec des biais. C'est ce que je vous dis tous les jours, des biais selon son sexe, hein, son genre, moi je dirais plutôt, son âge, son milieu, son lieu de résidence. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il en soit conscient, et ça c'est important, être conscient de ses propres filtres, de ses propres biais, et tente d'en corriger le tir. C'est ce que j'essaie de faire, mais je ne sais pas si j'y arrive. Expliquer le travail des journalistes ne suffit pas toujours d'ailleurs à lever les suspicions. Daphné Ronfard, qui est directrice du plaidoyer chez un bout des médias, le constate réunion publique après réunion publique, dans un contexte de forte concentration de la presse, avec certains patrons prompts à intervenir dans la vie des rédactions. Beaucoup de gens doutent de l'objectivité des journalistes. Ils se demandent s'ils n'obéissent pas à leur actionnaire avant de servir l'intérêt général. C'est une question dont on parle quasiment tous les jours ici. Pour y remédier, cette personne suggère de renforcer la loi, hein, afin que la nomination de tout directeur de la rédaction soit soumise à l'accord des journalistes du média en question. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Reste pour Alexis Lévrier, historien de la presse, que les reproches formulés hier, comme aujourd'hui, aux journalistes sont souvent le fait, alors ça c'est Alexis Lévrier, historien de la presse, qui le dit, souvent le fait de contempteurs des médias, de gens qui de toute façon sont opposés au rôle qui incombe aux médias en démocratie. Hein, ce spécialiste de la presse dit, au fond, derrière l'accusation de partialité, il leur reproche surtout de ne pas penser comme eux, de ne pas partager ni défendre leurs idées. Ce sont souvent les premiers à les juger trop timorés. Emmanuel Daviec, médiatrice à Radio France, dit également « Les critiques sont inévitables. Le journalisme implique souvent des choix éditoriaux qui ne correspondent pas forcément à ce que les auditeurs souhaiteraient entendre, parce qu'elle est à la radio. Ces choix sont motivés par la pertinence de l'information, la rigueur, la vérification des faits, la recherche de diversité des opinions, et ça c'est important. Il y a fort à parier d'ailleurs qu'une presse répondant rigoureusement, j'adore la chute, à l'idéal inatteignable d'objectivité et s'en tenant à la présentation des faits serait aussitôt taxée de super ennuyeuse, super chiante. Ce serait aussi perdre de vue la notion de pluralisme, garant d'équilibre et de liberté qui s'exprime, peut-être insuffisamment, au sein d'une même rédaction entre médias. Voilà, vous voyez, c'était pas très très long. Bon, j'ai l'impression que ça répète ce que je vous dis tous les jours, mais c'était plutôt bien dit, plutôt bien écrit. Alors, tu n'as pas écouté Ellsworth le King. Donc, on ne devrait pas financer les services publics si ce n'est pas objectif. Je viens de vous dire qu'aucun média n'est objectif. Que le seul critère intéressant, c'était l'honnêteté, la conscience de ses biais, et la conscience que les consommateurs d'infos, les citoyens, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les viewers, etc., ont conscience qu'en face, vous avez une source subjective, voilà, qui peut être honnête, mais qui n'est pas objective. Donc, bien sûr qu'il faut financer le service public. Sinon, tu veux quoi? Tu veux TPMP tous les soirs sur toutes les chaînes? Chacun son truc, hein. Pardon, hein. Je grossis le trait exprès. Pourquoi tu ne cites pas les auteurs des articles que tu lis? Je les cite, ça dépend. Voilà. J'essaie de les citer au maximum. Voilà. De même que je lis 1% de la presse tous les jours. Pourquoi je ne lis pas cet article? Pourquoi pas un autre? Voilà. On ne te sent pas très objectif sur TPNT. Je ne connais pas cette émission. Mais elle est bonne, objectif. Mais non, je peux persuader, personne n'est objectif. Bon, balancez un ou deux commentaires, sinon je lance Valorant, moi. Mais bien sûr que non. Elton dit « L'AFP est objective, elle relate juste des événements, mais ce n'est pas considéré comme un média, peut-être. » Mais bien sûr que c'est un média. Mais l'AFP, toute rigoureuse soit cette agence de presse qui effectivement fait des articles qui sont le plus sobres possible, tente à l'objectivité, mais ne l'est pas. Et plein de filtres. L'AFP, c'est pas fait par un robot, c'est fait par des journalistes, comme des humains, des citoyens comme toi et comme moi, qui sont pleins de filtres, de biais conscients, inconscients, et qui vont présenter l'information de telle manière parce qu'ils ont reçu telle éducation, parce qu'ils ont suivi tel cursus, parce qu'ils sont nés dans tel pays, parce qu'ils ont telle culture, éventuellement telle religion. Bien sûr que l'AFP n'est pas objective. Hein. Aucun média ne l'est. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut tendre vers l'objectivité, voilà, mais on ne fait que tendre vers l'objectivité.
Oui, et Vive Zorglub dit Valorant est objectivement mieux que l'AFP, ça c'est oui. Ça c'est oui. Merci le chianto LOL. Merci Ethan pour ta réponse. Allez, les amis. Quelle heure on a fait presque 2 heures de stream, 1h57 et 39 secondes. Et maintenant, go faire dead shoot, comme le dit Sbolsan. On va se faire un petit Valorant pour se détendre la tête. Une petite demi-heure, pas plus. Hein. Je vais aller me chercher un petit verre d'eau, un petit verre d'eau. Et puis on va se lancer un petit Valorant. Voilà, je vais ouvrir le jeu. J'espère qu'il ne faut pas que je rentre mes identifiants. Hier, c'était le bordel. Un petit petite demi-heure, hein, pas plus. Hein. Parce que là, j'étais crevé aujourd'hui. Hein. Enfin, crevé, ça allait. Hein. Les candidats comprenaient quand même mes questions. Puis j'avais toujours une petite connerie à dire. Hein.